Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de Diaspora FM et en train de suivre actuellement Eden Télévision. L'émission C'est bien matin d'Eden, une émission organisée par nos deux médias. Le week-end, j'espère que vous l'avez très bien passé. Sinon, vous pouvez encore attraper les bons moments le week-end prochain. Place au travail, place à l'information, au décryptage de l'actualité nationale et internationale. Vous le savez, ces dernières 48 heures ont été marquées par la démission inattendue du conseiller à la Cour constitutionnelle Simplice Dato, une démission confirmée au cours de la journée du vendredi par le secrétariat général de l'institution sans d'autres précisions. Ce week-end, vous avez suivi sur certains plateaux de télévision des juristes de haut niveau proches du pouvoir qui ont indiqué que cette démission inattendue est le signe, bien entendu, de la vassalité de la Cour constitutionnelle. S'achemine-t-on vers une crise institutionnelle? Parce que vous le savez, entre la Cour constitutionnelle et le Parlement, c'est déjà des problèmes, déjà au niveau de l'exécutif et l'institution, d'autres problèmes également qui se pointent à l'horizon. On va expliquer un peu dans l'instant débat à faire croiser cette crise institutionnelle qui se pointe à l'horizon après l'organisation de la conférence nationale des forces vives de la nation au Bénin. Plusieurs années plus tard, c'est un événement inattendu que le peuple béninois vit à travers cette crise institutionnelle. Mais bien avant, on va vous servir le point de l'actualité vue par les canaux avec Corneille Aïssé. Bonjour Corneille. Bonjour Tranquillin, mesdames, messieurs, bonjour. Comment a été votre week-end? Vous avez passé un excellent week-end? Oui, tout à fait, comme d'habitude. Comme d'habitude. Sapso, ok, bonjour. Bonjour, Tranquillin. Je sais que vous étiez à l'église dimanche. Bien sûr, effectivement. Mais samedi, je ne sais pas comment vous l'avez passé. C'est la première activité du week-end pour moi. Et voilà, le samedi, vous étiez où le samedi? Oui, le samedi, j'ai passé. En famille? Oui, en campagne? La plus grande partie de la journée est passée ici, à Diaspora FM. À Diaspora FM. Voilà, et puis la soirée, c'est les répétitions pour préparer le dimanche. Voilà. Pas trop fatigué en tout cas. Voilà, non, on est prêt maintenant. Voilà qui est dit, il y a certains membres de l'équipe qui étaient en congé. Je crois qu'on va les voir aujourd'hui, notamment Modeste Roulekondi qui va nous servir sa rubrique Geek et qui nous permet chaque jour, chaque début de semaine de comprendre un peu l'évolution des technologies de l'information et de la communication. On va s'intéresser au Snapchat aujourd'hui, le partage des stories partout sur le web, désormais possible avec ce réseau social à suivre avec Modeste Roulekondi. Vous suivrez également l'actualité sportive avec Judika Polycap Aïdid. Mais avant, voici la revue des une des journaux. Revue des titres sur Matin Eden. Bienvenue à tous, la nation, pour démarrer cette revue des titres. Projet de développement des infrastructures de télécommunications. Les dispositifs se mettent en place. Situation sociopolitique, les évêques inquiets appellent au dialogue et à la priorité. Et puis, Cour constitutionnel, le conseiller Simplice Dato démissionne, lit le communiqué en page 4 du quotidien du service public La Nation. On retrouve l'autre vision qui titre nouveau répertoire des prix de référence à l'usage dans l'administration, une fin programmée, des actes de surfacturation et de fraude. Le gouvernement talon renforce les mesures de lutte contre la corruption. On reste avec l'autre vision qui titre également réglementation en matière de postes au Bénin. La CEP Bénin indique la voie à suivre aux acteurs informels du secteur. On va poursuivre cette revue des titres avec le Béninois libéré qui titre vendredi noir pour la rupture, 33 milliards partis en fumée, des têtes doivent tomber car pour moins que ça, d'autres sont en prison. On reste avec le Béninois libéré qui titre également alimentation en eau potable de la ville de Parakou, Samou Adambi lance le Graal rêvé des populations. Bien, le quotidien titre aussi démission d'un membre de la Cour constitutionnelle, la preuve que ça va mal s'est allé avec le Béninois libéré. Le meilleur pour poursuivre la revue des titres ce matin d'Éden. Le meilleur titre, 30e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État du gouvernement de l'Union africaine. Le président Patrice Talon expose brillamment les mesures empruntées par son gouvernement dans la lutte contre la corruption. Front social au Bénin, la conférence épiscopale invite gouvernements et partenaires sociaux au dialogue. On évolue dans cette revue des titres. La guérite
Le quotidien La Guérite, 7e législature sous Rumbedji, le Parlement du comble. C'est à la une du quotidien La Guérite. Grève dans l'administration publique et la stratégie de Patrice Talon pour rebondir. La stratégie de Patrice Talon pour rebondir s'est alliée avec La Guérite. Bénin intelligent, la manchette du quotidien Bénin intelligent, acharnement contre le régime de la rupture. Alou Konou et les jeunes leaders défient à Zanaï. On va rester avec Bénin Intelligent qui titre également Animation de la vie politique nationale Bruno Kani pour une jeunesse plus engagée. Des titres à retrouver avec Bénin Intelligent, Nord-Sud quotidien pour poursuivre toujours cette revue des titres. Nord-Sud quotidien qui a titré ce matin. Alors quelques difficultés donc pour retrouver la une du quotidien Nord-Sud. Je crois qu'on va certainement poursuivre tranquille après l'hôtel. À partager la une de ce quotidien avec les auditeurs et téléspectateurs. On peut déjà lire avec ce quotidien décision sur le droit de grève et d'émission à la Cour, l'institution décrédibilisée et en crise selon Maître Migan. Et puis à travaux routiers sous le pouvoir Talon, Jacques Ayadi fait le point. Voilà, nous a aidé pour la une du quotidien et le Sud quotidien. Et justement, quelques difficultés avec notre installation technique ici pour avoir ces une. On pourra continuer avec l'aide de Sabin Chaudaton de l'autre côté de la régie, si c'est possible. On pourra continuer déjà avec 4 vérités. Merci Sabin Chaudaton, les 4 vérités qui titrent ce matin, sortie politique dans la 15e circonscription électorale et répliques aux attaques contre le pouvoir. Aubert Konou et les jeunes leaders sortent la grande tuerie et taclent à Zanaï. Ça, c'est un titre à retrouver à la une du quotidien, les 4 vérités. Les 4 vérités titrent également aide à la réussite des missions de l'Union africaine. Ce que Patrice Talon a dit à ses pairs au sommet d'Addis Abeba. On évolue dans cette revue des titres après les 4 vérités. On va retrouver notre quotidien de la place qui a parlé également de l'actualité. L'actualité avec maintenant Matin Libre. Matin Libre qui titre à sa manchette Cour constitutionnelle qui, pour remplacer Dato, cette interrogation à la une de Matin Libre ce matin, soutenance de thèse de doctorat. Patrick Diamonsi reçoit la mention très bien. C'est à retrouver aussi avec Nord-Sud quotidien. Nord-Sud quotidien, toujours par à coup, le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable lancé. La relève info maintenant pour boucler cette revue des titres. La relève info, le quotidien, la relève info qui écrit ce matin à la faveur de la présentation des vœux à l'Alliance des fausses nouvelles. Le président du bureau exécutif met en lumière la dimension sociale du programme d'action du gouvernement. Jeune Chambre internationale Cotonou Innova, le mandat 2018 officiellement lancé, le leadership et l'entrepreneuriat des jeunes annoncé. Et c'est donc la fin de cette revue des titres sur Matin d'Eden. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, Corneille Aïché, avec quelques difficultés techniques, mais la fin, c'est la fin qui justifie eh bien, les moyens, c'est ce qu'on dit souvent. Hein. Tout à fait. Alors, quelle sera la suite de votre journée? Ça va être certainement la préparation et la présentation du journal parlé sur Diaspora FM. Ensuite, nous allons travailler sur quelques reportages et quelques émissions pour la journée internationale des zones humides qui est prévue pour le 2 prochain. Donc le 2 février, c'est le vendredi prochain. Au Bénin, les manifestations officielles se tiendront à Semekpodji. À Semekpodji où ils vont, les acteurs impliqués dans la gestion des zones humides, à savoir l'Agence béninoise pour l'environnement, la coalition des ONG qui militent dans ce sens au Bénin, surtout pro-environnement et BIS ONG, et les 2 partenaires avec les communautés à la base vont pouvoir réfléchir sur les zones humides au Bénin. Et pour ce qui est du Semekpodji, à la création d'une autre réserve de biosphère au niveau de Semekpodji, une biosphère complètement marine. Donc c'est tout simplement pour protéger et valoriser ces ressources marines que nous avons au niveau de nos côtes, au niveau de Semekpodji. Donc ça va être l'occasion de lancer également cette nouvelle dimension d'écosystème au Bénin. Dites-nous, quand on parle de zone humide, Samson, ok. Doit-on comprendre que, je ne pose pas la question, hein, je vous associe, je vous associe à ma question, doit-on comprendre qu'on célèbre les zones du pays qui sont généralement inondées? Parce que là où il y a inondation, c'est une zone humide, n'est-ce pas? Non, pas tout à fait.
Que doit-on comprendre? Pas tout à fait. Quand on parle des zones humides, c'est des zones qui sont constamment ou presque à tout moment remplies d'eau. Donc, pas forcément toutes les zones humides. Non. Quand vous prenez par exemple Cotonou, il y a des périodes où nous avons les eaux. Donc, pas forcément que toutes les zones à Cotonou sont des zones humides. Quand on dit souvent ça, c'est les bas-fonds. Donc là où il y a présence d'eau, presque ou pratiquement présence d'eau, on va parler d'eau humide. Donc les bas-fonds, les marécages, les étangs, les lacs, les rivières, tout ça là, c'est constitué comme zone humide. Et les zones humides constituent pratiquement plus de 90% de la planète, parce que la terre ferme pratiquement, c'est moins de 10% la terre ferme. Donc il faut réfléchir un peu sur ces zones humides qui nourrissent pratiquement toute la planète, ce que nous produisons, ce que nous avons comme alimentation, ce que nous avons comme ressources halieutiques, comme ressources fauniques, nous les utilisons, nous les exploitons. Mais aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce qu'on fait une utilisation judicieuse des zones humides que nous avons? Voilà, ça va être la problématique. Et le thème retenu cette année, c'est les zones humides pour un développement urbain durable. Donc, comment est-ce qu'il faut utiliser les zones humides que nous avons au niveau des villes pour valoriser ces villes-là, pour une exploitation judicieuse? Mais quand nous prenons par exemple le cas de Cotonou, ce n'est pas forcément le cas de Cotonou. Quand vous voyez les bas-fonds qui sont occupés illégalement, parce que l'occupation est régie par des tests, vous voyez les bas-fonds qui sont occupés, vous voyez les cours d'eau que nous avons, regardez comment le lac Nokoué est en souffrance à Cotonou, avec tout ce qu'on y jette comme déchets et autres. Donc, c'est un thème qui interpelle tous les acteurs, pas seulement les spécialistes de l'environnement, mais également les populations, les communautés à la base, les autorités à divers niveaux, mais également vous aussi, tant qu'il y a un cadre communautaire. Donc ça nous interpelle tous. Nous faisons déjà notre travail de sensibilisation, mais nous savons ce qui va se passer le vendredi. On va installer peut-être une bâche quelque part, on va disposer les chaises, on va placer un pupitre, il y aura des discours. Mais au-delà de tout ça, sur le terrain, quels sont les actes qui seront posés? Malheureusement, c'est ça chez nous. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Voilà, Corneille a essayé une courte pause qui s'était imposée à nous. On parlait donc de la célébration de la journée des zones humides, c'est bien cela? Tout à fait. Et j'attirais l'attention sur la nécessité pour les gouvernants de poser des actes concrets à l'occasion de cette journée, en dehors du côté solennel de l'événement. Non, vous savez, il y a toute une politique qui est mise en place au Bénin
pour la protection et la préservation de ces zones et au plan international également. Vous savez, le Bénin fait partie de ceux qui ont signé la convention de Ramsar sur les zones humides, convention signée en Iran en 1971. Et à partir de ce moment, le Bénin également a pris des engagements au plan international. Et ces engagements se font respecter à travers la politique mise en place au Bénin. Et cette politique-là, aujourd'hui, est souvent développée par les actions, que ce soit au niveau de l'Agence béninoise pour l'environnement, et également à l'appui des ONG qui militent également dans ce domaine. Et il y a des sites qui sont reconnus aujourd'hui comme étant des sites Ramsar. C'est-à-dire quoi? C'est un peu comme on dit, tel musée est reconnu par l'UNESCO. C'est des sites de réserve de biosphère, sites humides, de zones humides qui sont reconnus. Au Bénin, nous en avons, je crois que nous en avons 2 ou 3 au Bénin. Et les actions sont faites. Mais sont faites plutôt. Mais la question que vous avez posée, c'est une question pertinente. Et nous aussi, à plusieurs reprises, nous avons posé cette question aux autorités. Quand vous prenez les projets en cours, vous avez un Bénin meilleur. Dans le domaine de l'environnement, quand vous prenez les tests que nous avons, la loi 4 sur l'environnement, la loi sur la faune, la loi sur la flore et tout, vous avez un Bénin meilleur. On ne devait pas être en train de souffrir des problèmes environnementaux que nous avons aujourd'hui si tout ça a été effectivement mis en place. Mais c'est dans la mise en place que ça pêche, les Béninois pêchent. Et les pays qui nous entourent sont calqués parfois sur les propositions, les lois béninoises, les démarches, les politiques béninoises et réussissent facilement. Mais il ne faut pas décourager ce qui est fait dans le domaine. Non, il y en a qui militent beaucoup et je crois que c'est parce que en général, nous n'avons pas encore compris l'importance de pouvoir préserver les éléments de la nature et que nous sommes encore peut-être à cette étape-là. Ça devait être le combat de toutes et de tous. Il y a un expatrié qui est venu bien la dernière fois qui nous a dit, quand il est rentré et qu'il est descendu dans Cotonou, mais il a dit, mais il était choqué parce que quoi, il a vu d'abord beaucoup d'essence frelatée, mais ça n'est pas le problème environnemental encore, mais il a dit, mais les sachets que j'ai vus, c'est une bombe. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Bénin a déjà ratifié une loi pour la non-utilisation, pour interdire l'utilisation de ces sachets-là, mais la transition aussi, elle est faite comment? Donc, c'est pour vous donner un exemple de ce que nous n'avons pas encore pris conscience de l'importance de notre environnement pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous développer sans l'environnement. Donc c'est un peu ça, et une fois encore, on attire l'attention des autorités que nous avons, on attire l'attention des communautés à la base, on attire l'attention des élus locaux, le pouvoir décentralisé. Ils ont un rôle primordial à jouer, et malheureusement, beaucoup n'ont pas encore compris que c'est surtout ça ce qu'il faut faire. Mais je crois qu'avec le temps, avec la sensibilisation... Quand même, la police municipale, quand même, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que la police municipale, elle est là quand même pour régler un certain nombre de problèmes dans la ville. Je crois qu'il y en a à Cotonou, il y en a à Porto Novo aussi, je crois bien. Je crois qu'au niveau de la police municipale, surtout à Cotonou, on sent un peu au moins des efforts au niveau de ça. Il y a toujours des immondistes. Quand vous descendez du pont, il y a toujours des immondistes quelque part. On en voit tous les jours. Vous savez comment nos institutions fonctionnent au Bénin. La police municipale, c'est carrément autre chose. La police environnementale. Vous savez, nous avons une police environnementale au Bénin. Mais regardez les désordres que vous avez, vous voyez. Nous avons circulé un peu quand on a visité Accra, on était à l'université de Legon, mais il y a quelqu'un qui a quand même jeté un sachet, mais après pratiquement 500 mètres, on nous a rappelé pour qu'il aille reprendre ce qu'il a jeté. Ça voudra dire quoi? Nous entendons ça, mais là, on l'a vécu. Mais qu'est-ce que la police environnementale fait au Bénin? Vous allez les questionner, ils n'ont pas de moyens, ils ont quel personnel et autres. Donc c'est ça justement les problèmes que nous avons dans notre pays. Il y a des gens qui nous ont dit dans ce pays, quand on faisait un travail chez la police environnementale, mais le gars nous dit, vous arrêtez des gens pour la pollution environnementale. Et quelques instants après, c'est peut-être un politicien, c'est peut-être un policier de l'autre côté, c'est peut-être un recherché qui vous appelle, qui vous dit libérer. Vous allez faire comment? C'est ça justement. Ça c'était avant ça. C'est ça justement. C'est la rupture. C'est la rigueur. Ça justement. Parce que peut-être que la rigueur n'a peut-être pas encore gagné ce milieu-là. Il y a aussi une question d'éducation à la base parce que vous voyez le monsieur il achète de l'eau, il finit de boire son eau et jette le sachet par terre. Et ça c'est un problème personnel. Chaque citoyen doit comprendre que ce n'est pas bien de poser ces genres d'actes. Et si vous êtes à côté et vous le rappelez à l'ordre, gare à vous. Hein.
il va vous envoyer des invectives les plus acerbes de ce Il vous dira simplement ce monde. que la rue, c'est pas pour votre papa. Voilà. Et c'est ça ce qu'il faut éviter. C'est pour ça qu'il faut insister sur l'éducation environnementale, l'éducation civique. Il faut retourner à ces valeurs-là. Parce que sans ça, on ne peut pas réussir cette bataille-là. Parce qu'on ne peut pas jeter, on ne peut pas confier toute la responsabilité aux autorités. Chaque citoyen à son niveau a un travail personnel. Mais reconnaissons aussi que en Afrique, reconnaissons aussi que l'environnement est souvent relégué au second plan. Dans nos priorités, c'est souvent relégué au second plan, ce qui n'est peut-être pas le cas sous d'autres cieux, où les gens militent réellement pour cela. Et sans ça, il n'y a pas de développement pas possible. Ce n'est pas pour rien qu'on dit développement durable. Quand on dit développement durable, c'est qu'on intègre déjà le volet environnemental. Parce que nous allons laisser cette planète à qui? Aux générations futures. Mais si nous devons détruire cette génération, la planète aujourd'hui, on laisse qui aux générations futures? Aujourd'hui, on nous parle de changement climatique. Les effets qui aujourd'hui font qu'on parle de changement climatique, ce n'est pas forcément la pollution de CO2 d'aujourd'hui, mais c'est ce qui a commencé depuis 1880. Et c'est justement ça, les dangers. C'est pour ça qu'il est important de s'impliquer dans cette lutte-là à la maison déjà avec les enfants. On peut déjà commencer par inculquer ces notions aux enfants. Quand vous faites votre déchet, ne mettez pas les déchets n'importe où, n'importe comment. Et c'est déjà ça. Et l'enfant comprendra qu'attention, il faut prendre soin de la terre, il faut prendre soin des arbres, il faut prendre soin des fleurs, il faut prendre soin des animaux, et ainsi de suite, ainsi de suite. Merci à vous, Corneille Aïssé, pour ces moments de décryptage de l'actualité environnementale. C'est apéritif intermède. Intermède revient bientôt, il n'y a pas de problème. D'accord? Je vous rassure. Bon, passez une excellente journée. Merci à vous. En notre compagnie de tout à fait de la maison, vous avez du boulot qui vous attend. Alors, Samson, ok, à vous. Oui. C'est votre tour. Hein, effectivement. Pour le bulletin de l'information. Voici le point de l'actualité en images. La société immobilière groupe Franchise, c'est bien cela, hein, immobilier a organisé un jeu tombola pour gratifier ses clients en début de week-end. Vous l'avez bien dit, la cérémonie de tirage au sort s'est déroulée ce week-end en présence des clients. Il faut dire qu'au thème du tirage, c'est M. Achille Boris Adikpetor qui part avec le premier prix. Reportage signé de Roland Tonenkes. Ce samedi 27 janvier 2018 aura été un grand jour pour les clients du groupe Franchise Immobilier car la promesse faite a été une réalité. En effet, le tirage au sort du jeu Tombola organisé a été fait devant la grande partie des clients au bar Costa Rica à Lobozumpa dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous avions promis il y a de cela 1 ou 2 mois des remises de l'eau à vous tous qui aviez effectué des achats courant décembre-janvier. Ainsi, 4 lots seront tirés au sort. 4 lots. Le premier lot, il s'agit d'une parcelle à Toribosito et les 2 suivants lots sont respectivement demi-tonnes de ciment. Et enfin, le dernier lot, il s'agit d'un paquet de feuilles de tôle. En dehors de ces différents lots, nous avions décidé de ne laisser personne partir d'ici sans rien ce soir. Alors, même ceux qui ne seront pas parmi ces gagnants, c'est-à-dire les peu chanceux parce que tout le monde est chanceux, et iront quand même avec des lots de consolation qui sont quand même des lots auxquels vous-même, vous n'allez pas vous attendre. Donc, c'est toujours de grandes surprises avec Franchise Immo. Après donc les mots du directeur général du groupe, le principe du jeu a été expliqué à tous les participants et les numéros à tirer découpés devant eux tous. Question de transparence oblige. L'honneur reviendra à la petite SNM de tirer au sort les 4 grands gagnants de la soirée. Toute l'assistance retiendra alors le souffle. Après avoir remué, elle tire le premier numéro et c'est connu. Achille Boris Adikpetor, ingénieur des télécommunications, détenteur du ticket numéro 87, gagne le premier lot, une parcelle de 500 mètres carrés à Toribosito. Il ne cache pas ses impressions. Je suis né en 87, c'est pourquoi j'ai pris 87 parmi les 3 numéros que j'ai choisis. Je ne m'attendais pas, donc je remercie le groupe Franchise Immobilier et je demande à tous les clients de ne pas être découragés, de pousser, de venir vers Franchise Immobilier. Avec Franchise Immobilier, il y a la vérité. Il sera suivi de 2 autres gagnants qui repartent chacun avec 10 paquets de ciment. La seule femme gagnante du lot des 4
Ah non, Françoise Kogué, détentrice du ticket numéro 2. Elle part avec un paquet de feuilles de tôle. Je suis très contente. Je ne croyais pas à la loterie, mais aujourd'hui, j'ai cru. Merci à Franchise Immobilier. Elle profitera pour inviter les sceptiques à faire confiance au groupe Franchise Immobilier en acquérant chacun leur parcelle. Tour à tour, les autres participants ont reçu leur lot de consolation. Ils sont tous heureux pour l'initiative du groupe Franchise Immobilier. En témoignent les propos de Miskin Adeossi. Je les remercie pour l'initiative parce que ça va amener beaucoup de gens vers eux et que prochainement ils auront plus de clients que ça. Clément Sosten-Wourou remerciera pour finir tous ses clients. Il invite d'autres potentiels acquéreurs à se rapprocher du groupe Franchise Immobilier pour des parcelles à moins de coûts et sécurisées partout au Bénin. Voilà un compte rendu de Roland Todé Inkes. Je ne sais pas si lui a réussi à gagner quelque chose. On aura l'occasion de... Les jeunes leaders de la 15e circonscription électorale se sont réunis ce samedi pour échanger sur le développement du Bénin. C'était au cours d'une séance d'information qui a eu lieu qui a pour thème décryptage de l'actualité, RAVIP et affaires de l'aéroport Glo-Djibé. Un thème qui a permis à ces jeunes de sensibiliser les populations de la 15e circonscription électorale sur l'importance du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Ces derniers ont également rassuré la population sur le fait que la construction de l'aéroport de Glo-Djibé sera une réalité, tout en évitant le peuple à ne point suivre certains politiciens qui veulent détruire l'action du chef de l'État, Patrice Talon. On va à présent écouter le porte-parole des jeunes leaders de la 15e circonscription électorale, Aubin Adoukonou. Nous avions compris que toutes les fois que le Bénin retrouve un président pour amorcer le développement, des commerçants, des racoleurs politiques, des personnes qui n'ont que pour activité la politique, s'organisent pour nous détourner de notre chemin. C'est ce que nous avions compris. Après les nombreux efforts, après les chantiers constatés pourtant par le peuple, les chantiers de développement, après les réformes par rapport à l'énergie dans les écoles, ils ont voulu mettre le pays à saut. Parce qu'en réalité, leur plan numéro 1, c'était de créer de la fronde sociale. Les travailleurs ont compris. Et la plupart ont voulu qu'il y ait tout au moins le dialogue social. Donc nous sommes venus ici pour faire l'analyse, pour dire à nos militants, pour dire au peuple, pour dire à nos papas, que l'homme là, qui avait vu Soglo mauvais, et qui est revenu voir Yahi Boni mauvais, et qui s'est appuyé sur Patrice Talon pour obtenir tout ce qu'il a comme bien aujourd'hui, nous sommes en train de le suivre. Le message que nous avions, c'est de dire aux Béninois de rester sereins. Le développement amorcé par le président Patrice Talon ira à son terme. Dans les 5 ans, nous ferons beaucoup de choses. Nous allons évaluer que les hommes politiques, que ceux qui se disent politiciens, que les démarcheurs politiques les laissent nous observer. La Commission électorale nationale autonome SINA a organisé les 25 et 26 janvier un atelier d'évaluation du code électoral à l'issue des 3 dernières consultations électorales. Il a été essentiellement question de faire ressortir les faiblesses et forces, les forces et faiblesses du code électoral après son application au cours des différents scrutins. Les insuffisances relevées seront prises en compte pour l'amélioration du code électoral, bien sûr, dans la perspective d'avoir des élections transparentes et justes dans notre pays, le Bénin. On va suivre un extrait des propos de Emmanuel Tiendo, président de la Sénat.
Voilà, quelques soucis avec ces éléments. On va passer à un autre sujet en attendant de retrouver ce compte rendu de cet atelier organisé par la Sénat, atelier d'évaluation du code électoral à l'issue des 3 dernières consultations électorales en République du Bénin. Sur un autre plan, le ministre de la Justice, à travers un décret, interdit désormais la diffusion des actes administratifs sur les réseaux sociaux. Eh bien, cette décision du ministre est-elle opportune? La question a été posée donc à un citoyen. On va donc suivre sa réponse. Il s'agit de l'administrateur juriste Raoul Glessoubé, bien sûr. On l'écoute donc. Les préoccupations qui sont celles du gouvernement face à ces situations qui ne rassurent personne. Voyez-vous, les informations, dès qu'elles sont lancées, qu'elles soient bonnes ou fausses sur les réseaux sociaux, c'est difficile de les rattraper. Et je crois que c'est dans la perspective de corriger ces situations que le garde des Sceaux a dû prendre ses responsabilités sur ce plan-là. Mais ce que je vais dire, c'est 2 choses. Première chose, le droit à l'information est un droit consacré par la Constitution de notre pays en son article 8. Mieux, c'est un droit qui est consacré par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en son article 9, qui mieux dispose qu'en plus de ce que le citoyen a droit à l'information, il a la liberté de les diffuser par les canaux qui s'offrent à lui, bien entendu, suivant les tests et règlements en vigueur. Donc, du coup, il s'agira pour le gouvernement de concilier ce droit à l'information au sceau de confidentialité qui caractérise les actes administratifs. De mon point de vue, dès lors que l'acte est public, dès lors que la décision est prise et que l'acte est signé, il devient un acte public. Un acte public peut être diffusé par tous les moyens légaux. Quelles que soient les dérives qu'on observe sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on ne peut plus communiquer sans les réseaux sociaux. L'acte est revêtu du sceau de confidentialité et est susceptible d'être diffusé lorsqu'il est en préparation. Lorsqu'il est en préparation, l'acte est insusceptible d'être diffusé. Et quiconque dans l'administration prendra sur lui la responsabilité de diffuser une telle information alors que la décision n'est pas prise est en faute. Mais à partir du moment où l'acte est signé, il devient un acte public. Il devient un acte public parce que dès lors que l'acte est signé, il est notifié à qui de droit. Parce que celui à qui l'acte est notifié peut diffuser dans la presse. D'autres agents, que l'acte gênerait, pourraient prendre sur eux la responsabilité de les diffuser. Bon, dès lors que, parce que c'est ça l'acte public. Un acte administratif est un acte public. Dès lors que l'acte est pris, ce n'est plus revêtu du sceau de confidentialité. Ça devient un acte public et tout le monde y a accès. Des propos donc d'un juriste suite au décret interdisant la diffusion des actes administratifs sur les réseaux sociaux, décret donc pris par le ministre de la Justice du Bénin. Sur un autre plan, direction l'école l'école primaire publique de Bahouété, j'espère que je prononce très bien, ça me semble ok. Bien sûr, Bahouété Centre, dans la commune d'Adjawéré. Effectivement. Les enfants étaient très contents ce week-end. Effectivement, et pour cause, un module de 3 classes équipé en mobilier avec bureau et magasin y a été construit pour soulager les peines de ses usagers. Une œuvre de générosité du docteur Roland Agossou à travers l'association MJ pour l'enfance et l'association Base de la France. La cérémonie de réception de cette infrastructure s'est déroulée en présence de plusieurs autorités politico-administratives de la localité. Reportage Aristide Setti, Damien Pedro. Réalisé à un coût global de 36 434,4 000 €, ce module de 3 salles de classe équipées en mobilier avec bureau et magasin est le don de l'association Bénin Amour Santé Éducation Base fait aux populations du village de Bahouété dans la commune d'Adjawéré par le biais d'un cadre, le docteur Roland Agossou, visant une scolarisation parfaite des enfants de la localité. Le projet de construction a reçu également le soutien de plusieurs
plusieurs partenaires. Au cours de la cérémonie consacrant la réception du joyau, le directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire du plateau, Gabriel Dohou, le directeur de l'école bénéficiaire, Benjamin Balogun, et la représentante des écoliers, Augustine Adéoudou, ont remercié le donateur et dit toute leur gratitude à l'endroit des partenaires. Disons un sincère merci. Merci pour tout ce que vous faites déjà pour l'éducation. Déjà une cantine et un module de 3 classes équipées. Au nom de la population, nous promettons d'en faire bon usage pour que des localités avoisinantes également en bénéficient. Très chers donateurs, grâce à votre dévouement, l'école a bénéficié d'un second module de 3 classes, électrifié, bien équipé, plus un bureau et un magasin. Nous vous promettons un bon usage et de l'adhère au travail. Le représentant du président de l'association Base en France, Jean-Michel Kéré, et le président de l'association MJ pour l'enfance ont salué le courage, le mérite et la disponibilité du docteur Roland Agossou qui ont conduit à la réalisation du projet avant d'inviter les populations à inscrire massivement les enfants afin de favoriser l'atteinte des objectifs. On est très heureux, très fiers d'être là aujourd'hui, très fiers de vous offrir cette belle école. Vous avez parlé de beaucoup d'éducation. Je suis d'accord avec vous, monsieur le responsable ou directeur de l'éducation pédagogique de la région a bien expliqué l'éducation, à quoi ça servait, Patricia aussi. Si on fait des écoles, c'est pour que vous grandissiez avec une éducation qui vous permet d'avoir un beau métier. À son tour, le donateur, président de l'association Base au Bénin, Dr Roland Agossou, a présenté les caractéristiques du module construit et remercié les partenaires qui ont accepté de financer en intégralité le projet. L'éducation étant la réponse la plus appropriée au travail des enfants dans les pays limitrophes, au phénomène de Vilo-Mégon, à la traite des enfants, il est apparu judicieux à nous de solliciter l'aide de nos chers partenaires pour la construction de cette infrastructure éducative pour faire de l'EPP de Baoité Centre une école entière. Honorables invités, mesdames et messieurs, il s'agit d'un beau bâtiment entièrement équipé de tables et bancs et ayant les caractéristiques suivantes: longueur 31,65 mètres, largeur 9,60 mètres, superficie 303,84 mètres carrés, d'un coût global de 23 899 388 francs CFA, soit 36 434,4 000 euros. Rappelant que l'école est le meilleur outil qui permet d'affronter les difficultés de la vie, le donateur n'a pas manqué de faire encore des promesses aux apprenants. Pour l'année prochaine, je promets devant l'assistance que tous ceux qui seront admis au CEP auront un kit scolaire et les 10 premiers, en plus du kit scolaire, auront chacun un vélo tout-terrain VTT. La coupure du ruban et la remise officielle des clés au directeur ont mis un terme à la dite cérémonie. Soulignons qu'un match de football a précédé la cérémonie officielle de la remise du joyau. Voilà, une très belle initiative du docteur Roland Agossou. Il est pédiatre reconnu devant par les professionnels du secteur. Nous pensons à lui et félicitations. Merci à vous, Samson Ok, pour l'actualité. Merci à vous également, Tranquille Akad Benotin, et merci aussi à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Bon, la tribune subjective et libre, on vous aime, sera consacrée ce jour à Antoine Bossa. Il exerce ce métier depuis bientôt 2 ans. Il a été rencontré par Aristide Sétien, s'intéresse au déguerpissement des populations sur le tronçon Calavi-Pota-Révier. Maintenant, il y a là, il y en a eu, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. Je m'appelle quoi ça, Antoine? Bon, supposons 200. J'ai commencé à peine 2 ans.
J'ai tenté certains concours et ça n'a pas marché, donc j'ai dit entreprendre ce métier juste pour satisfaire mes besoins. Pour aborder moi ce qui me fait mal, je voudrais d'abord remercier le gouvernement pour tout ce qu'il a bien fait, pour le bien qu'il vient de faire pour ce pays. Mais si on veut faire du bien à quelqu'un, on ne le laisse pas d'abord mourir. Nous avons eu des présidents qui ont gouverné ce pays dans le passé. Aujourd'hui, je vais aborder quelques sujets. Premier abord, pour les gens, quand on a le déguerpissement au bord de la route, avant qu'on va passer au déguerpissement, selon moi, il faut créer certains endroits pour les personnes. Il faut trouver des endroits où les gens vont aller s'installer. On ne cherche pas des solutions, on pose l'acte comme on est gouvernement. Mais quand même, chacun de nous, nous avons notre personnalité. Tout le monde n'est pas employé. Mais certains ont la femme au bord de la maison, du goudron. Et c'est grâce à cette navette-là qu'ils se nourrissent eux-mêmes. On vient les déguerpisser avec force. Ça passe. Aujourd'hui, nous prenons l'exemple palpable de la voie qui quitte de Caravi-Kota à Crévier. On dit on a dédommagé, mais on ne paye pas les gens, on dit de casser d'abord. On a eu des gouvernements qui ont fait des voies, mais ils n'ont pas procédé de cette manière. Nous avons voté le gouvernement actuel de venir nous sauver et non de venir nous plonger. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Ah, Jean. Comment? Dis donc, tu as toujours des conteneurs à dépoter. C'est quoi? Quel est ton secret? C'est la grâce de Dieu, hein? Oh, quel Dieu! Je suis commerçant comme toi. Et pourtant, je ne trouve pas de financement pour la commande de marchandise. Mon secret, c'est ma carte unique de Ravip. Quoi? Tu ne t'es pas fait recenser au Ravip? Je ne sais pas. À quoi ça va me servir pour mes activités commerciales? Recensement administratif à vocation d'identification de la population. Tu ne connais pas ça? Oui, ça c'est de la politique. À qui te parle de politique? Avec Ravip, tu es identifié une fois pour toutes. Et c'est la clé de facilitation d'accès au crédit bancaire pour toute activité commerciale. C'est donc là ton secret? La carte unique là? Oui. Donc c'est la carte Sésame pour toutes les activités commerciales? Oui, c'est comme la carte Sésame. Mon frère, merci beaucoup. Ceci est un message de l'Agence nationale de traitement et du comité technique de pilotage du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Communiqué de la cellule de communication de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio relatif à l'usurpation d'identité dont elle fait l'objet. Il nous revient avec insistance, preuves et témoignages à l'appui que des individus mal intentionnés se font passer pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio et se livrent à des actes d'escroquerie sous son identité. L'honorable Claudine Afiavi Prudencio n'est pourtant mêlée ni de près ni de loin à ces pratiques répréhensibles dont seuls les auteurs connaissent les tenants et les aboutissants. Elle invite les uns et les autres à redoubler de vigilance pour ne pas tomber dans les pièges de ces vils individus sans foi ni loi qui répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Fait à Cotonou, le 14 janvier 2018
Pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, sa cellule de communication a signé ce communiqué. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'instant débat, fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. Vous le savez, les Béninois ont appris en début de week-end, ce vendredi, bien entendu, la démission inattendue d'un membre de la Cour constitutionnelle. Maître Simplice Dato, désigné en 2013 en qualité de juriste de haut niveau par l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, a rendu son tablier. Une information confirmée par le secrétariat général de l'institution sans lever un compte de voile sur les réels motifs de sa démission. Ce week-end, tout comme s'ils étaient dans les secrets des dieux, des juristes et autres personnalités par médias interposés ont indiqué que cette démission de Dato, de Simplice Dato, est le signe de la vestalité ou du revirement jurisprudentiel de la Cour constitutionnelle. S'achemine-t-on vers une crise institutionnelle en République du Bénin? Quel sort pour la démocratie suite à cet acte posé donc par un des membres de la Cour constitutionnelle? Nous débattons du sujet avec deux invités. D'abord, Pegildovic Dagba, il est le rédacteur en chef de Diaspora FM. Bonjour. Bonjour à vous, tranquille à 4 Valentin. Chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Bon retour à vous et merci d'être là. En face de vous, merci beaucoup. Paulin Vissor, il est juriste et spécialiste des questions économiques. Bonjour Paulin. Bonjour tranquille. Vous êtes un habitué de ce plateau. Quel a été votre ressenti suite à l'annonce de démission d'un des membres de la Cour constitutionnelle ce vendredi? Une information d'abord circulée, qui avait d'abord circulé sur les réseaux sociaux. Au cours de la même journée, elle a été confirmée par le secrétariat général de l'institution. Je vous remercie pour l'invitation et avant que de répondre à vos questions, vous me permettrez très rapidement de saluer le procureur de la République du tribunal de première instance de Calavi qui a décidé de poursuivre deux compatriotes parce qu'ils se sont livrés à des actes d'outrage, d'injures à l'égard du chef de l'État. Je pense que de plus en plus, il faut saluer cette action et inviter nos compatriotes à faire plus de responsabilité. Parce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec la décision, enfin, un acte du chef de l'État éventuellement, qu'il faut l'injurier. C'est d'abord une institution et nous ne pouvons pas être dans une démocratie et ne pas respecter les autorités. Donc, bravo à ce procureur. Pour en revenir à votre question, oui, j'ai appris l'information et moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est vrai, la Cour constitutionnelle, ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Ça veut dire qu'en français facile, lorsque la Cour constitutionnelle rend une décision, il n'y a plus une autre juridiction devant laquelle on pourrait déférer cette décision. Cependant, cela ne veut pas dire que la décision de la Cour est exempte de commentaires. On peut s'autoriser à faire des commentaires. Et donc, par rapport à ça, je pense que moi particulièrement, je me rends compte que cette Cour, depuis un certain moment, est beaucoup plus politique qu'elle ne dit le droit. C'est vrai, dans sa composition même, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas que des magistrats professionnels. Sur les 7, il n'y a que 3 magistrats. 4 des membres sont nommés par l'Assemblée nationale et 3 par le président de la République. Donc, on peut déjà comprendre que c'est logique que cette Cour parfois aille sur le terrain politique et rende des décisions politiques qui ne sont pas techniquement ou au sens du terme juridique. Vous vous rappelez, dans ce pays, la Cour constitutionnelle est allée, nous a inventé une notion qui n'est pas du tout juridique, la notion du consensus. À la fin du régime de Mathieu Kérékou, vous vous rappelez que la Constitution avait été révisée, mais cette révision a été cassée par la Cour constitutionnelle parce qu'elle estime qu'il n'y avait pas de consensus. Le consensus qui n'est pas une notion juridique, c'est une notion peut-être philosophique ou politique. Voilà. Donc, je crois que c'est ce que nous constatons. Sinon, sur la même question, le droit de grève, on note depuis 2002 jusqu'à 2018 une constance. La Cour se comporte exactement comme
un danseur de salsa, de sorte que on a des difficultés à la suivre. Et cette difficulté, effectivement, ça peut être à l'origine d'un certain nombre de malaises dont l'expression est la démission de ce conseiller. Peggy Ludovic-Dagba, vous avez suivi, comme tous les autres Béninois, cette actualité. Oui, j'ai suivi, comme tout le monde, cette actualité. Et moi, par contre, j'ai été surpris. Surpris parce que, non pas que je ne sache pas que la politique, en tout cas nous jouons dans la cour politique, mais surpris parce que la Cour constitutionnelle étant, vous le savez très bien, l'institution garante de la démocratie au Bénin. C'est elle qui veille sur la démocratie. C'est elle qui dit, en dernier ressort, oui, ça c'est constitutionnel. Non, ça, ce n'est pas constitutionnel. Alors, souvenez-vous que nous avons acquis la certitude, au fil des ans, depuis l'instauration de cette Cour constitutionnelle, que ce qui anime cette Cour constitutionnelle, nous les appelons des sages. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle sages. On les appelle sages parce que c'est des gens qui se sont entourés de toutes les compétences, je vais dire de toutes les précautions possibles pour rendre quand même des décisions qui édifient la démocratie. Et depuis la sortie de la conférence nationale de 1990, cette Cour s'est quand même fait fort de réguler notre démocratie. Elle a aidé à sauver la démocratie béninoise dans bien de cas, de bien de périls. Et finalement, nous nous sommes souvent retrouvés sur pied pour dire, franchement, cette Cour, elle a quand même de quoi tenir, elle a la main pour pouvoir solidifier ces démocraties. Et ce n'est pas pour rien qu'on a dit que ces décisions sont sans recours. Alors comment ces sages, ces sept, qui se sont toujours entendus, qui se sont toujours parlé, qui ont toujours travaillé ensemble pour rendre des décisions qui consolident la démocratie, on arrive aujourd'hui à avoir de l'effritement, en tout cas en leur sein, parce que l'un parmi eux démissionne. Et là où moi, ma gêne se fait plus grande, c'est que ce dernier démissionne, mais on ne sait rien des raisons pour lesquelles il démissionne. Du coup, toutes les interprétations naissent, fusent et vont dans tous les sens. Alors que dans les grandes démocraties, nous savons très bien ce qui se passe quand quelqu'un démissionne. Les motifs sont exposés et maintenant, on analyse ces motifs-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Il démissionne, c'est un sage, mais motus bouscousu sur les raisons. Moi, ça me pose un véritable problème. Et moi, je me demande, où est-ce qu'on va? Dans quel mur on est en train de nous conduire, de conduire la démocratie? Chose curieuse, celui qui a déposé sa démission n'a pas expliqué les motifs justement de son acte. Mais au cours de ce week-end, on a vu, et c'est là mon interrogation, des juristes, des avocats de haut niveau, parmi eux un ancien bâtonnier, des autorités de haut niveau proches du pouvoir, qui ont dit que justement que le conseiller a démissionné parce qu'il n'est plus d'accord avec les différentes décisions qui sont prises par la Cour constitutionnelle. Cela a créé et continue de créer un contraste au sein de la masse. Non, je ne pense pas. Contrairement à ce que vous dites, il ne faut pas interpréter autrement cette interrogation. Vous les avez écoutés? Oui, je les ai écoutés. Qui ont opiné sur le sujet. Bien sûr, bien sûr. Sont-ils dans les confidences? Ont-ils échangé avec l'intéressé pour savoir qu'il est parti de l'institution parce qu'il n'est plus d'accord avec les décisions qui sont prises par l'institution? Non, je crois qu'ils sont partis du principe qu'on ne démissionne que lorsqu'on n'est plus d'accord ou on estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas. C'est des juristes. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont partis. Ils parlent sur des preuves forcément, des juristes, des avocats. Je pense que, moi je n'irai pas loin, je ne vais pas interpréter autrement, qu'ils sont partis de la définition élémentaire, basique du mot démission. On ne démissionne pas lorsque tout va bien. Vous démissionnez parce que vous estimez certainement qu'il y a des raisons, des pratiques que vous estimez ne plus coller à votre conviction, à vos convictions personnelles, ou en tout cas qu'il y a un problème. Donc, dans tous les cas, je ne pense pas que
forcément les intervenants. Hein, je ne suis pas leur porte-parole, mais je pense que certainement ils se sont dit, ils sont partis du postulat que souvent la démission est disons, subséquente à une situation de malaise ou une situation qui fait que vous ne pouvez vous retrouver. Les démissionnaires se trouvent dans une position d'incapacité à faire librement ou à exécuter librement ses fonctions. Donc je pense que c'est la lecture que moi je fais plutôt de cette décision. Oui, je suis d'accord avec le développement fait par M. Dawa tout à l'heure, seulement que le démissionnaire n'est pas, à mon avis, obligé de dire, en tout cas pour le moment, de la raison pour laquelle il a démissionné. Ce qui est sûr, on comprend qu'il y a un problème. Parce que, n'oubliez pas, il est lié par l'obligation de réserve. Lorsque vous avez vous avez occupé des postes de responsabilité à ce niveau-là, vous n'allez pas quitter là et vous retrouver, comme on le fait souvent, et commencer par faire des déballages. Je pense que c'est une question de réserve, de bienséance et de retenue qui me paraît plutôt conseillé en ce genre de circonstances. Maintenant, sur les décisions de la Cour constitutionnelle elle-même, il faut quand même observer qu'il y a un certain nombre de... Moi, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, j'ai comme l'impression que la Cour tient compte du contexte pour pouvoir statuer sur la décision, quoi. Ce n'est pas purement essentiellement juridique. Parce que, souvenez-vous, sur la question du droit de grève, en 2002, il y a la loi qui a réglementé la grève au Bénin, a dit qu'il est possible de retirer le droit de grève à un corps de la nation. Et cette loi, qui date du 21 juin 2002, c'est précisément l'article 2 de cette loi, cette loi a été déclarée conforme à la Constitution. Donc, lorsqu'une loi dit qu'il est possible de retirer le droit de grève à un corps et que la Constitution déclare cette loi conforme à la Constitution, et la Cour constitutionnelle, déclare cette loi conforme à la Constitution, ça veut dire que la Cour constitutionnelle, indirectement, reconnaît elle-même qu'il est possible de retirer par une loi le droit de grève à un corps déterminé. Ça, c'était en 2002. 2006, la même Cour dit le contraire, toujours sur le même élément. 2011, la Cour revient sur sa position de 2002. En 2018, elle revient sur sa position de 2006. Donc, quand vous voyez ça, c'est vrai, politiquement, ce n'est pas le même contexte. Moi, j'ai comme l'impression que c'est une Cour beaucoup plus politique que juridique. On reviendra sur les décisions rendues que la Cour rend. En tout cas, nous sommes en démocratie et depuis que nous avons fait notre conférence nationale, nous sommes mis d'accord et nous avons mis en place des institutions avec le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Donc, chaque institution fait son travail parlant. Du motif, bien entendu, de celui qui a démissionné de la Cour constitutionnelle, vous avez suivi, comme beaucoup d'autres, que des juristes soient amenés à prononcer publiquement des phrases sur la désobéissance à la plus grande institution juridique de leur nation. Cela n'apparaît-il pas comme une certaine trahison? C'est quand même des juristes de haut niveau. C'est un problème et c'est d'autant plus un problème que c'est des juristes. Et ici, ce que je voudrais mettre en lumière, c'est que la Cour constitutionnelle n'a pas qu'un rôle juridique. La Cour constitutionnelle a à dire le droit, mais en tenant compte effectivement de l'environnement dans lequel elle vit. Vous n'êtes pas sans savoir que le juge, déjà en matière de droit commun, décide en son âme et conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le droit lui donne l'obligation ou lui dit d'aller dans ce sens, compte tenu de l'environnement dans lequel il vit et compte tenu de l'effet que sa décision aura à produire sur l'ordre public, il est quand même amené à pouvoir faire la synthèse des choses et aller dans le sens qui construit la nation dans laquelle il vit. Donc le rôle de la Cour constitutionnelle, c'est quand même de régir en dernier ressort la démocratie. Et pour régir, il y a la matière juridique, il y a la matière politique. Et c'est les deux qui sont mis ensemble pour pouvoir permettre vraiment ce rôle de régulation de la démocratie en tant que telle. Alors ici, tant sur le motif, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce que nous observons du moment où l'acte vient d'être posé? Je l'ai dit et je crois que personne ne peut m'amener à me dédire lorsque vous démissionnez. Vous devez expliquer les raisons pour lesquelles vous démissionnez. Sinon, le reste, c'est de la brume et
ça ne peut aller que dans tous les sens, un peu comme ce que nous sommes en train On a eu les raisons. d'observer. Les raisons sont venues des gens, des personnalités proches du pouvoir. Mais voilà, ce qui crée le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là ont été dans le secret des dieux. Mais pourquoi on ne l'exprime, pourquoi l'intéressé lui-même ne l'exprime pas? Parce que c'est quand même lui qui a posé l'acte. Quelle est la légitimité que ceux-là ont de venir porter sa parole? Encore que jusqu'à présent, il n'a pas dit, c'est moi, je les ai envoyés dire ça. Donc, chacun y va de son interprétation, chacun y va de l'aspect ou des éléments dont il a connaissance. Une fois de plus encore, je le réitère, il faut que nous apprenions à faire clairement les choses. Cela amène forcément, ou cela donne, je vais dire, du crédit à tout ce qui se relaie un peu sur les réseaux sociaux, auxquels nous avons, sinon tous les Béninois ont eu droit. On a parlé d'1 milliard qui a été sorti, par exemple, pour aller dire l'image de la Cour constitutionnelle. Quand des gens viennent avec ces genres d'interprétations, que voulez-vous qu'on dise de ces autres interprétations, de ces autres raisons qu'on sort? Cela amène donc vraiment à nous sortir des chemins de la construction de la démocratie. On ne peut pas rester là, chaque fois, à trouver des faux fuyants, à trouver des... alors que le chemin à emprunter est là. Moi, je pense qu'il faudra forcément que nous nous prenions au sérieux au Bénin et que ce que nous avons construit pendant plus de 27 ans, nous sommes en train d'aller faire les 30 ans maintenant de la démocratie béninoise. Il faudrait vraiment que nous puissions consolider notre démocratie. Il faudrait que chacun, en son âme et conscience, même si ce qui se passe ne va pas dans le sens qu'il aurait souhaité, ce qui se passe ne lui est pas favorable, il devrait quand même, je dis, il y a l'intérêt public, il y a l'intérêt commun, il y a l'État qui quand même est avant tout, parce que l'État nous a permis de vivre, nous allons mourir et laisser cet État-là pour qu'il puisse continuer pour la postérité. Donc il ne faudrait pas dire forcément moi, au détriment de cet État-là. Moi, en conclusion, c'est ce que je dis, c'est ce que moi je... Et partagez-vous le point de vue de Paulin qui disait que la Cour rend trop de décisions politiques? Écoutez, c'est dans l'essence même de la Cour constitutionnelle. D'abord, il faut interroger la constitution des membres de la Cour. L'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. L'Assemblée nationale désigne 4 membres. Le gouvernement, le président de la République désigne 3 membres, lui aussi éminemment politique. Comment voulez-vous qu'on désigne des gens politiques qui viennent et oublier totalement leurs origines? Ce qui est sûr, ce que nous aimerions, ce que nous devions en tout cas requérir d'eux, c'est qu'ils oublient leur chapelle politique. Et une fois qu'ils sont en selle, qu'ils puissent produire des décisions dénuées de tout intérêt politique. Malheureusement, il en arrive, je dis il en arrive, qu'il y ait des interprétations politiques. Encore que, fondamentalement, moi, quand je suis les différentes décisions, on parle de revirement, on parle du coup qui change de position tantôt, moi, ça ne me gêne en rien du tout. Dès lors que la base a été prise sur le droit. La base a été prise sur le droit. Quel que soit Alpha, c'est sur le droit que la Cour constitutionnelle s'est quand même basée pour pouvoir rendre cette décision. Deuxièmement, la matière qui est ici, comment dirais-je, en cause, c'est bien du droit qu'il s'agit. Mais nous l'avons hérité de la conférence nationale. Et c'est ça qui a fondé, et bien sûr, la tenue de cette conférence nationale. Ce sont les libertés publiques. Comment la démocratie, qui est née de la conférence nationale, a érigé en valeur constitutionnelle les libertés. On dit par exemple que la Constitution reconnaît et garantit le droit à la grève. On a bien dit, on reconnaît et garantit. Mais il se trouve qu'une autre loi vient dire, oui, cette liberté est reconnue, mais elle est refusée à certains corps. Il y a un problème. Allant sur la loi de 2002 dont nous parlons tout à l'heure, dont Paulin Vissot a parlé tout à l'heure, comment la Constitution, qui reconnaît en son article 31, je crois, et garantit les droits de grève, on en vient à prendre une loi qui exclut certains corps. Discriminatoire. Et cette même Constitution, ou cette Cour constitutionnelle, a reconnu la légitimité de cette loi, ou la conformité de cette loi à la Constitution. Il y a un problème. Et maintenant, moi, c'est en cela que je me demande, j'interroge la philosophie qui a conduit à la prise de cette loi. Quand bien même la Constitution dit le contraire. On dit,
on va organiser l'exercice de ce droit-là. Vous savez très bien que la liberté n'est liberté que lorsqu'elle est organisée. Parce que votre liberté s'arrête là où commence la mienne, là où commence celle des autres. C'est cela. Donc forcément, on doit pouvoir concilier, vous, votre liberté, la vôtre, ainsi que la mienne, pour que chacun de nous puisse vivre convenablement. Donc forcément, il y aura des limites. Mais est-ce que les limites doivent conduire à la suppression? Du moment où le socle sur lequel repose notre démocratie le reconnaît à tout le monde. L'autre chose que j'ai bien envie de sortir, de mettre en lumière, c'est quand même, comment dirais-je, cette légendaire spécificité qui régit les forces de sécurité. Elles-mêmes, elles savent très bien. Et la démocratie, la constitution béninoise ont reconnu ou ont expressément demandé le retour dans les casernes des forces de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils sont, comment dirais-je, ils sont exclus, on va dire, de ce droit de grève. Parce que c'est leur exercice, le statut et forces paramilitaires. Voilà, la façon dont ils ont l'habitude de vivre, qui quand même les exclut. Donc le problème n'est jamais venu d'eux. Mais pourquoi aujourd'hui veut-on pouvoir, par rapport à cette nouvelle décision rendue par la Cour constitutionnelle, réveiller le diable? Moi je pense qu'il faut éviter d'aller dans ces genres de considération, histoire de permettre quand même au peuple béninois de vivre convenablement sa démocratie. Et pour le vous oui, voulez, évidemment, je voulais dire quelques mots. Au moins, on se rejoint sur ce que la Cour rend des décisions politiques. Parce qu'en 2011, il y avait, dans l'actuelle Cour, là, qui a dit le contraire de ce qu'elle a dit en 2011, il y a 4 membres de l'actuelle Cour. Ces 4 membres étaient présents dans la Cour, dans la composition de la Cour en 2011. Alors, d'où vient que ces 4 membres étaient là? En 4, ça veut dire la majorité plus 1, plus ils sont 7. Donc, 4, les mêmes personnes en 2011 disent une chose, en 2018, soit 7 ans après, ils disent au contraire. C'est vrai que la pensée humaine est dynamique, mais sur un même problème, un même sujet de droit, on voit ce yo-yo, un peu comme un danseur de salsa, ça pose un problème. Donc, la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est la Cour constitutionnelle elle-même qui a ouvert la brèche et qui donne lieu à toutes ces interprétations, commentaires que je trouve normales. Par contre, ce que je ne trouve pas normal, c'est qu'on en vient à dire qu'il faut désobéir à la Cour, à la décision de la Cour. Moi, je suis républicain. Et ça, je l'ai dit, ça, oui, c'est des juristes. Oui, je l'ai dit, ça. Des avocats de haut niveau et proches du pouvoir. Ça, par contre, je crois que ce n'est pas bienséant pour la démocratie, parce que il vaut mieux avoir une institution faible que de n'en avoir pas du tout. Parce que les conséquences de l'absence d'une institution comme la Cour constitutionnelle, malgré ses faiblesses, les conséquences seront plus dramatiques. Imaginez un terrain de football où vous n'avez pas un arbitre. Les joueurs vont facilement se donner des coups de poing. Et donc, ça va être le jeu, le football ne sera plus un jeu vraiment voilà que la plupart des acteurs travaillent à décrédibiliser l'arbitre, à montrer qu'il je pense que ne fait pas bien son travail. C'est pratiquement la même chose. Il n'a plus cette autorité sur cette question, vous connaissez ma position. Quand l'Assemblée a voté cette loi et que les gens se sont jetés sur le président de l'Assemblée nationale et tout, le BNP, le bloc de la majorité parlementaire, j'ai dit clairement que ça ne fait pas sérieux de notre part d'injurier nos représentants à l'Assemblée nationale parce pour le simple fait qu'ils ont voté une loi. C'est leur droit de voter une loi, quelles que soient les faiblesses qu'on pourrait reprocher à cette loi-là. Il revient à la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, de faire son travail. Maintenant qu'elle a fait son travail, cette constitution, cette décision sont exemples de recours, c'est clair. Donc, on peut faire des commentaires, mais en venir à appeler à une désobéissance, n'est-ce pas, de la décision de la Cour, des arrêts de la Cour, moi je pense que ce n'est pas normal. Dans un régime, dans une république, il faut de l'ordre, n'est-ce pas? Il faut que nous ayons de l'ordre. Les institutions que nous avons, les faiblesses sont nées, sont consubstantielles aux institutions que nous avons. Vous prenez par exemple les gens critiquent aujourd'hui la qualité des lois qui sont votées, mais comment on ne devrait pas se plaindre aujourd'hui de la qualité des lois que nous avons. Puisque au Bénin, pour être député, par exemple, la loi n'a pas dit qu'il faut être un intellectuel, qu'il faut avoir une maîtrise ou un doctorat. La loi n'a pas dit. Donc ça veut dire que les gens qui n'ont pas l'instruction requise et tout ça,
peuvent se retrouver à l'Assemblée nationale. Donc, ces gens-là, vous ne pouvez pas leur reprocher après d'avoir pris une mauvaise décision. Parce qu'ils peuvent agir qu'à la lumière, qu'à la hauteur de leur connaissance de la chose, de la matière. Donc, moi, je pense que la Cour a parlé. On peut faire des commentaires, c'est sûr. Mais n'allez pas aller jusqu'à dire qu'il ne faut pas respecter, machin. Je trouve que ce n'est pas normal. Il faut arrêter ça. Parce qu'il vaut mieux que nous puissions, respecter le fétiche que nous avons contribué à mettre sur place, plutôt que d'appeler à détruire ce fétiche-là. Parce qu'on en a besoin. Il vaut mieux avoir une institution faible que l'absence d'institutions, parce que les conséquences sont souvent drastiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je pense fondamentalement qu'il est important que nous puissions à l'avenir faire prendre des décisions qui nous mettent à l'abri de ce genre de situations qui ne sont pas tout à fait vraies. En fait, il y a comme une mauvaise interprétation de l'article 19 de la Constitution qui dit clairement que lorsque on vient à vous donner une décision, ou face à une décision essentiellement illégale, vous êtes délié de l'obligation de la respecter. Non, il faut faire attention. Je pense que l'esprit de cet article-là, c'est la théorie des baïonnettes intelligentes qu'on enseigne en deuxième année de sciences juridiques, qui disent quoi? Lorsque l'autorité vous donne un ordre manifestement illégal, et que vous pouvez désobéir. Vous pouvez ne pas exécuter. Du moins, si vous exécutez un ordre que vous-même par exemple, vous êtes soldat, on vous dit d'aller tirer sur quelqu'un, alors que la personne ne représente aucune menace, n'a rien fait de... Voilà, vous ne pouvez pas aller tirer sur lui au motif tiré de ce que votre hiérarchie vous aura donné cet ordre. Donc je pense que c'est dans ce sens qu'il faut voir l'article. Et non croire que l'article 19 de la Constitution autorise des citoyens à dire si une décision de la République prend une décision illégale, je peux me dire, il faut faire attention. Donc, moi, je suis d'accord qu'on puisse faire des commentaires, d'accord, mais n'allez pas jusqu'à dire qu'il ne faut pas respecter l'arrêt de la décision de la Cour. Quelle porte de sortie pour la vitalité de notre démocratie, Peggy Ludovic Dagba, face à cette Cour aujourd'hui qui se retrouve d'un côté, c'est comme si elle est entre le marteau et l'enclume, parce que les relations entre la Cour et le Parlement, elles ne sont pas du tout bonnes. Et puis, de l'autre côté, entre l'exécutif et cette même Cour, c'est encore des problèmes. Comment faire pour que la démocratie soit toujours, en tout cas, forte dans ce pays? Moi, je n'ai pas de solution que de conseiller, que de demander le respect des textes et dans la lettre et dans l'esprit. C'est tout simplement ça. Il faudra tout simplement que nous apprenions à respecter nos textes et à les appliquer comme cela se doit. Respecter les textes revient à dire qu'il faut respecter les décisions de la Cour constitutionnelle. C'est cela, c'est pas deux choses. On a dit les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Il faudrait forcément pouvoir les respecter, quel que soit votre état d'âme. Vous pouvez critiquer, vous pouvez analyser, vous pouvez aller dans tous les sens que vous voulez, mais en dernier ressort, vous devez pouvoir respecter la décision de la Cour constitutionnelle. Et déjà, je pense que l'Assemblée nationale, dès sa reprise, dans quelques jours, devrait pouvoir, faire en sorte que, les membres du COSLEPI soient désignés, par exemple, pour montrer que, elle ne se rebelle pas contre les décisions de la Cour constitutionnelle. Deuxièmement, ces interprétations qui vont dans tous les sens à partir de cet acte de l'un des conseillers, je pense que ça doit pouvoir s'arrêter. Parce que nous devons savoir raison garder. Nous avons un pays et ce pays doit vivre dans la paix, doit continuer par rayonner sur le plan démocratique, un peu comme ça, il le fait déjà. Et il ne faudrait pas que cette paix que nous avons puisse nous amener à faire des atteintes à la démocratie. Parce que ça, c'est tendancieux. Ces genres d'explications, ces genres d'interprétations sont tendancieuses et peuvent conduire déjà à la fragilisation de l'institution. Troisièmement, moi, j'aimerais proposer vraiment qu'on revoie le mode de désignation des membres de cette Cour constitutionnelle. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est des politiques qui désignent des politiques. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on veut faire des choses. C'est l'esprit humain. Tout homme qui a, que dit l'adage, en tout cas je vais ressortir l'esprit, lorsque vous avez le pouvoir, vous avez tendance à en abuser, forcément. C'est humain. Donc, ces institutions sont là, comme la Cour constitutionnelle, comme l'Assemblée nationale et autres sont là pour arrêter un peu les dérives. Donc, c'est tout à fait normal que celui qui veut des choses, qui ne l'obtient pas, cherche toujours à forcément déplacer les pions. Mais
comme l'a dit Barack Obama, nos institutions doivent être fortes. Et c'est elles qui, en dernier ressort, vont permettre à cette démocratie de vraiment se consolider. Donc, ceux qui vont animer ces institutions-là devront être choisis de manière à ce qu'ils puissent oublier leurs origines. Moi, on a connu quand même dans ce pays une cour constitutionnelle dont la présidente, quand même, a été, comment dirais-je, l'une des balises pour cette constitution qui disait, écoutez, moi, c'est les textes qui... comment on appelle, mon tout, et je ne peux pas faire autrement. On peut continuer par avoir des gens de ce genre dans nos institutions. Il faut que nos institutions vraiment soient fortes. Et quelles que soient les décisions qu'elles rendent, on doit pouvoir s'y conformer. Sinon, je n'ai plus la démocratie. Comment redorer le blason de la Cour constitutionnelle? On sait que dans quelques mois, normalement, le mandat de ceux qui sont là actuellement arrivera à terme et que les prochains membres seront désignés. Et comme vous l'avez dit, nous savons très bien le mot de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État, il est là, il contrôle une bonne partie de l'Assemblée nationale. Comment faire pour qu'à la fin de ce mandat, qu'on ne dise pas que toutes les décisions qui seront prises sont téléguidées par... Vous me permettrez de revenir peut-être un peu sur cette chronique que j'avais écrite il y a quand même plusieurs années en arrière, plus de 10 ans, où le risque, c'est où je dénonçais dans cette chronique, le risque d'avoir l'unanimisme au niveau des institutions. Parce que il arrive que le président de la République ait la majorité à l'Assemblée nationale, comme c'est le cas actuellement. Cette majorité-là, va-t-elle s'empêcher de désigner des gens qui ne sont pas acquis à la solde du gouvernement? Non. Le président de la République va en désigner 3, les 7 au niveau de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que ça va donner? Donc voilà pourquoi il y a nécessité vraiment de réfléchir. Je n'ai pas la solution, mais il faut qu'on sache quand même raison garder pour savoir qui désigner pour qu'une fois là-bas, ce soit plutôt son travail que d'être redevable à celui qui l'a désigné. Non, je suis là sur la désignation des membres de la Cour par l'Assemblée nationale. Je crois que cette désignation se fait en fonction de la configuration politique de l'Assemblée nationale. C'est toujours membre de la majorité parlementaire, la minorité. Ils tiennent toujours compte de la majorité. Parce que s'ils ne le font pas, la désignation sera remise en cause par la Cour constitutionnelle. Parce que n'oubliez pas, elle nous a inventé, cette Cour, une notion... Est-ce que vous avez souvenance que cette désignation avait été faite à un moment donné et la Cour constitutionnelle a refusé parce qu'on a refusé de prendre en considération la configuration politique, c'est ce que je dis. Donc, au moins, je suis convaincu que si fort de la force du BMP, le bloc de la majorité parlementaire, il s'asseye en griffe sur la minorité, forcément, cette désignation sera déférée à la Cour et Enfin, on peut imaginer que cette Cour, on va certainement aboutir à une situation du genre. La décision n'a pas respecté la configuration politique. Donc, sur ça, à mon avis, il n'y a pas un grand souci. Maintenant, évidemment, le souhait de n'importe quel président de la République, c'est de disposer d'une majorité parlementaire. M. Talon a réussi à le faire. Tant mieux, si cette majorité peut lui permettre de bénéficier d'un certain nombre d'avantages pour implémenter sa réforme, pourquoi pas. Donc je pense que c'est de bonne guerre, nous sommes en démocratie, et ça c'est revers aussi, c'est la loi de la majorité. Celui qui a la majorité, il peut vous dicter un certain nombre de choses. Donc je crois qu'il faut, surtout appeler les acteurs politiques au calme. Il faut appeler les acteurs politiques au calme, parce que moi, j'ai été un peu pas très à l'aise lorsque j'entends un certain nombre d'acteurs dire qu'il faut jeter la décision de la Cour aux poubelles, il faut pas la respecter. Non, je crois que ça ne fait pas... parce que ça ne fait pas démocrate. Ça ne fait pas républicain. C'est important. C'est le même schéma. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont des signes qui montrent que nous sommes véritablement à la croisée des chemins, qu'il faut aller forcément à la réforme du système? Non, évidemment. Il faut réviser cette constitution et mettre des balises pour que les institutions de contre-pouvoir jouent effectivement leur rôle. Moi, je vais vous décevoir. On va laisser pour les finir. Oui, si moi j'ai une proposition concrète à faire, c'est que les membres de la Cour constitutionnelle soient élus, par exemple. Ils soient élus. Parce que c'est vrai que ça ne va pas régler entièrement le problème, mais au moins, ils sauront que... Avec le rôle de l'argent aujourd'hui que vous voyez, malheureusement très proéminent. Mais après tout, il faut que nous fassions preuve de responsabilité. C'est ça le grand mot, responsabilité, parce que il ne faut pas qu'à cause de nos intérêts
personnelles. Lorsque nous nous retrouvons à des positions données, nous prenons des décisions intéressées pour basculer la vie de tout un peuple en danger. Je pense qu'il faut, la Cour constitutionnelle elle-même, dans cette décision, doit pouvoir rassurer les compatriotes, les Béninois, et aussi les acteurs politiques doivent pouvoir savoir raison garder. Parce que lorsqu'un homme politique tient un certain nombre de propos, ça n'a pas le même effet qu'un citoyen lambda dans la rue. Oui, lorsqu'un acteur politique en vient à dire qu'il ne faut pas respecter. Moi, je ne veux même plus répéter cette phrase-là. C'est une phrase, c'est une bévue, c'est une malveillance. Il faut arrêter ça. Et moi, je considère la situation de notre Cour constitutionnelle comme un arbitre sur un terrain de football. Il peut se tromper. Et c'est ça qui fait le jeu du football. Et ça, c'est pas parce qu'un arbitre se serait trompé qu'il faut dire maintenant, il ne faut plus qu'on ait un arbitre sur un terrain de football. Vous pouvez imaginer vous-même. Est-ce que l'arbitre s'est vraiment trompé ou carrément l'arbitre a tenu compte du contexte dans lequel nous nous trouvons pour pouvoir dans se tous les cas, prononcer. dans tous les cas, quelle que soit la raison, c'est qu'on suppose qu'on est sur notre terrain, il y a trois noms qui circulent. Parlant de celui qui va remplacer, c'est Simplice Dato pour les quelques semaines, les 6 mois qui restent au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a le nom de Bastien Salami, maître Bastien Salami, maître Charles Balou et l'ancien bâtonnier Jacques Mingan qui circulent. Non, écoutez, je crois que le dernier mot reviendra au président de la République. Chef de l'État. Qui va désigner en dernier ressort, en tout cas celui qui va remplacer Simplice Dato, s'il n'y a pas d'autres démissions, parce qu'on a ouï dire qu'il y aura des démissions collectives et autres. En tout cas, nous allons suivre la chose. Mais ce qu'il faut dire, c'est que parmi ces trois, il y en a qui, ma foi, ont démontré leur constance dans la défense des intérêts du président de la République, une fois élu chef de l'État ici. L'autre chose, vous n'êtes pas sans savoir que c'est quand même les moyens par lesquels on contente les uns et les autres. Et malheureusement, c'est ce que nous dénonçons. Parce qu'une fois dans l'institution, ils se sentent redevables alors qu'ils devraient se revêtir de la torche de défenseur de toute la nation et non d'un camp de la nation. Donc moi, je pense quand même que le chef de l'État, qui veut vraiment qu'on le porte au triomphe à la fin de son mandat, il saura quoi mettre dans la balance pour qui choisir. Il peut même aller au-delà de ces trois. C'est peut-être ce que les gens voient, je ne sais pas sur quels critères les gens se basent pour sortir ces trois. Non, il peut même choisir en dehors de cela. Mais ce que moi je souhaite, c'est que ce soit vraiment un érudit du droit et un expérimenté également en matière de la vie nationale, quelqu'un qui vraiment a une connaissance réelle des différentes phases difficiles que le Bénin a traversées. Parce qu'une fois encore, je le dis, pour réguler la démocratie, c'est bien du droit, mais c'est aussi vraiment être enduit de la réalité de l'environnement dans lequel baigne le Bénin pour savoir réellement quoi faire pour que le bateau ne prenne pas de l'eau. Pour les shows. Oui, je crois que les noms qui circulent, je n'ai pas d'observation particulière. Ce sont des citoyens béninois, donc des gens vraiment compétents. Si le chef de l'État en arrive à jeter son sort, son dévolu sur l'un parmi eux, tant mieux, on va le souhaiter. C'est quoi la procédure déjà? Oui, je crois que la première chose est que le chef de l'État doit être informé de la décision, enfin du départ, ce qui a été fait le jour même. Et donc, je crois, je ne sais plus l'article 12, je ne sais plus lequel, la Constitution dit clairement que la nomination ou le remplacement doit se faire au plus tard dans le mois. Donc, je suppose que nous sommes en janvier. Nous sommes le 29 aujourd'hui. 29, encore deux jours, je crois. 2 ou 3 jours maxi, pour 2 jours, oui, 30, 31, voilà, pour quand même finaliser ça. Et donc, c'est possible qu'entre aujourd'hui ou demain, voilà, on ait, demain ou après-demain, on ait une nouvelle nomination. Dans tous les cas, il faut que chaque citoyen, une fois à un poste de responsabilité, se rende compte de ce qu'il a maintenant une charge républicaine et qu'il doit pouvoir l'assumer en toute conscience et en toute responsabilité. Il ne faut pas que l'intérêt personnel, le désir de sa propre personne, les ambitions personnelles, il ne faut pas que ces ambitions personnelles prévalent sur l'intérêt général. Et en toutes circonstances, il faut trouver le juste milieu pour que nous puissions rester en paix. Maintenant, il y a une question qui me taraude l'esprit. Et les morts recensés pendant cette grève idiote, j'ai une grève idiote parce que on aurait pu attendre la décision de la Cour constitutionnelle. On n'a pas attendu. On est allé
en grève de façon prématurée. Donc nos compatriotes, il y en a qui sont morts. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'à la fin du mois, ces agents qui sont allés en grève, est-ce qu'ils vont recevoir leur salaire en entièreté? Je pense qu'il faut que on va consacrer notre il faut qu'on le sujet parce que il y a trop de lacisme dans ce pays à cause de ce mouvement de débrayage, parce que les gens à un moment donné avaient besoin de ce casier judiciaire. C'est pas sérieux. Il y en a qui ont raté des missions. C'est pas sérieux. Quelqu'un doit prendre service à Dakar qui n'a pas réussi à partir et tout ça. Il y a même des gens qui devaient être évacués. Mais faute des papiers. On va conclure. Ça s'est déroulé au centre de santé d'Abou Calavi, là à côté, où, alors même que un des agents avait bien voulu sauver le patient, il n'a pas pu parce que les médicaments étaient enfermés. Celui qui a la clé, il n'était pas venu, puis il était en grève. Le compatriote, il est mort. Il est mort au centre de santé d'Abou Calavi, là, c'est à côté. Voilà. Donc, ça, il faut qu'à un moment donné, on puisse faire le point. Et surtout, ceux qui vont en grève, là, j'espère qu'ils ne vont pas prendre leur salaire en intégralité. Parce que le salaire, c'est la contrepartie du travail effectué. J'espère que le gouvernement va veiller à ça. Parce que ce n'est pas juste. Il revient à leur employeur. Oui, mais attends, le salaire, c'est nous qui payons. Je crois que pour régler ce problème, il faudra interroger la grève. Est-ce qu'elle est illégale? Est-ce qu'elle est... Est-ce que c'est fait selon les tests? C'est une grève abusive parce que le motif est Merci à vous. Je rappelle que vous êtes un consultant. Merci d'être venu. Pekidovic Dagba, merci également spécialiste des questions politiques, également rédacteur en chef de Diaspora FM. C'était donc fait croiser en nouvelle diffusion sur Diaspora FM à 14h et sur Eden Télévision à 13h30. Communiqué de la cellule de communication de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio relatif à l'usurpation d'identité dont elle fait l'objet. Il nous revient avec insistance, preuves et témoignages à l'appui que des individus mal intentionnés se font passer pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio et se livrent à des actes d'escroquerie sous son identité. L'honorable Claudine Afiavi Prudencio n'est pourtant mêlée ni de près ni de loin à ces pratiques répréhensibles dont seuls les auteurs connaissent les tenants et les aboutissants. Elle invite les uns et les autres à redoubler de vigilance pour ne pas tomber dans les pièges de ces vils individus sans foi ni loi qui répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Fait à Cotonou, le 14 janvier 2018, pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, sa cellule de communication a signé ce communiqué. Voilà, retour plateau pour la suite de Matin d'Eden. C'est le moment de suivre la rubrique Geek avec Modeste Moulepondi qui était absent depuis bientôt 4 semaines, mais n'était pas en balade. En tout cas, rassurez-vous, Modeste Moulepondi, bonjour. Bonjour, tranquille, bonjour, madame, monsieur. Vous allez bien? Vous avez passé de très bons moments ces derniers jours? Tout à fait. On a profité pour récupérer un peu, mais dites-vous, nous ne sommes pas restés les bras croisés parce que nous suivons de près les actualités technologiques afin de pouvoir apporter les toutes dernières nouveautés aux amis téléspectateurs et auditeurs d'Eden TV et Diaspora FM. Est-ce que vous savez que j'ai lancé un logiciel qui vous permet, une fois installé sur votre téléphone, de bénéficier de beaucoup d'argent? Il suffit seulement de dire au logiciel, j'ai besoin de 10 millions et l'argent... Là-dessus, je serai Saint-Thomas. Hein? Là-dessus, je serai Saint-Thomas. Mori Agua, bonjour. Bonjour, tranquille à 4 Béroté. Vous n'avez pas eu vent de ce logiciel-là? Non, pas encore. Pas encore. Je viens de l'apprendre. Il faut l'installer sur votre smartphone et vous lui parlez. J'ai besoin de 5 millions. L'argent dit directement, ça va dans votre compte. Ouais, il faut l'essayer. Mais avant, il faut passer mes voix. Pour l'avoir, il faut me donner un peu de... C'est 500 000 fois, moi, je vends ça. D'accord, maintenant, si vous quittez, je suis à mon bureau et puis ça ne marche pas, après ça me concerne. Mais normalement, comme l'application vous permet d'avoir de l'argent, il vous suffit de prononcer, en tout cas, la somme que vous voulez ou que vous avez. Vous n'avez plus besoin de vendre parce que vous auriez déjà suffisamment d'argent. Moi, je n'ai pas besoin. Moi, je n'ai pas besoin. Moi, je ne comprends pas. Comment il vend le logiciel et il a encore besoin de l'argent? Il a déjà le logiciel qui lui donne de l'argent. Non, l'argent, là, c'est pour les employés. C'est important. Moi-même, là, je n'ai pas besoin.
Donc il faut passer dans le bureau chercher le logiciel. Donc les amis, c'est faux. Il n'y a pas de logiciel qui donne de l'argent. Il faut travailler. À Abidjan, on dit il faut baradu. Voilà. Il faut bosser. Il faut suer 100 € pour gagner son argent. Alors, on parle de Snapchat, c'est ça? Oui, tout à fait. Le partage des stories partout sur le web, désormais possible. Ouais, comment ça se fait? C'est possible via l'application. Vous savez, il y a de cela plusieurs mois déjà que la question se pose au niveau de cette application qui ne donnait pas la possibilité aux utilisateurs de pouvoir partager leurs stories, c'est-à-dire leurs petites histoires éphémères partagées en vidéo ou bien en images associées. Ah oui, c'est ça qui a créé, c'est l'application que les filles naïves là, ont utilisée pour faire passer une vidéo. Tout à fait, et ça passe et ça quitte. En réalité, ça devrait rester secret, ces vidéos-là, mais parce que l'application a procédé à une mise à jour. Et dès que vous acceptez votre mise à jour et que vous ne savez pas, vous cliquez n'importe comment et que vous allez toucher, parce que vous savez, les écrans sont maintenant tactiles, et que vous allez toucher la partie partagée ou bien share it si votre application, votre version est en anglais, là, ça va partager partout ailleurs sur le web. Or, vous savez, avec ces applications sur nos smartphones, c'est associé avec Facebook, Twitter, tous ces réseaux sociaux sur lesquels vous avez l'habitude d'aller. Donc, c'est comme ça, vos vidéos secrètes peuvent aller sur le web. Mais il faut même pas avoir de vidéos secrètes. Il faut que vous aussi, vous l'autorisez à un moment donné. Donc, nous allons voir comment vous pouvez partager ces vidéos-là, ou ces stories sur vos réseaux, vos d'autres réseaux sociaux, à l'instar de Facebook ou Twitter. Vous êtes sur Snapchat. Vous souhaitez ne pas répéter la production de même story sur plusieurs réseaux, mais il vous suffit tout simplement de le produire sur Snapchat et puis enfin utiliser le bouton partage pour pouvoir le faire. Comme vous allez voir à l'écran, il vous suffit juste de repérer le stories, vous allez le voir tout à l'heure, il vous suffit de repérer le stories, puis vous allez cliquer sur le bouton, vous voyez là, share it, là c'est en anglais, sinon vous devrez voir partager votre story ou bien partager cette story. Et dès lors que vous cliquez là-dessus, ça va vous donner la possibilité soit d'envoyer par SMS, par MMS ou bien par mail ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi partager si vous avez une plateforme web, un site web, vous pouvez aussi le partager là-dessus. Vous allez voir les films maintenant ou bien les pages d'entreprise utilisent ça pour pouvoir faire la promotion de leur pub à des moments donnés sur la page web. Si c'est la version web de Facebook que vous allez voir dans les stories de Facebook, vous verrez des stories Snapchat, mais qui ne sont pas directement produits sur Facebook. C'est l'avantage en quelque sorte. Vous n'avez plus besoin de passer d'autres temps à produire la même story sur Facebook ou bien vous avez déjà fait sur Twitter. Vous n'avez plus besoin de reproduire la même chose avant de partager. Il vous suffit juste de cliquer sur partager votre story puis vous avez sur les autres réseaux sociaux. Maintenant, comment le faire? Est-ce que toutes les versions de Snapchat nous permettent de le faire? Non. Vous devrez avoir la dernière version de Snapchat et pour l'avoir, ce n'est pas compliqué. Il suffit tout simplement d'autoriser la mise à jour automatique de votre Snapchat. Dès que vous êtes connecté, lui-même lance la mise à jour automatique. Et là, vous êtes à jour pour la dernière version. Et là, vous allez pouvoir partager les stories sur d'autres plateformes web. Voilà. Comment utiliser Snapchat pour en tout cas pour ceux qui sont chefs d'entreprise, opérateurs économiques et tout? Oui, si vous êtes chef d'entreprise et que beaucoup plus votre activité est orientée vers les services, vous pouvez par exemple utiliser des vidéos de courtes vidéos qui présentent vos services. Publicitaires. Voilà, qui présentent vos services ou bien les offres que vous proposez. Et ça vient, l'important de Snap ici, c'est de proposer des vidéos éphémères, c'est-à-dire de courte durée. Enfin, ce n'est pas permanent comme le truc là, la vidéo sur YouTube par exemple. Vous avez la possibilité de présenter en intervalle de 24 heures, ça part, et vous proposez d'autres encore. Et si vous avez beaucoup de listes, c'est-à-dire beaucoup d'abonnés sur votre Snap, là, vous avez la chance de toucher un bon nombre d'audiences en un temps record. Et vu cette dernière fonctionnalité qui vous permet également de partager la même story sur d'autres réseaux sociaux, ça va vous permettre encore, si vous êtes chef d'entreprise ou bien en tout cas une structure de vente ou bien une structure de communication également, vous avez la possibilité de toucher d'autres audiences plus larges que l'audience que vous avez sur Snapchat. Merci à vous.
Modeste, on répondit. C'est moi. Vous retrouvez vendredi prochain. Pour un autre numéro, bien sûr. Merci. Moriagua. Oui, tranquille, j'attendais que vous fassiez une remarque. Non, que Modeste c'est ça. Est-ce que vous l'avez bien regardé? Je l'ai vu dans notre couloir, je lui ai dit, ah Modeste, aujourd'hui, là, vous êtes... Costume sur mesure. Il m'a dit que lui-même, il a vu, quand moi-même j'étais revenu là, qu'il a vu ça sur les réseaux sociaux. J'étais pas là, mais j'ai vu, je me souviens de près. C'est très beau votre costume. Merci. Ça, il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire. On a le courage de vous le dire. Le courage, je te le dis. C'est avoir le courage pour le dire. C'est important. Mais normalement, les community managers, on les voit rarement en costume. Bon, mais normalement, il devait être en costume. Normalement, puisque c'est une fonction quand même très valorisante. Donc, vous êtes face aux gens, vous donnez des explications. Faites ci, faites ça, donc vous devez être en costume. Oui, c'est comme... Vous avez poser la question. Ces gens, en général, vous les voyez en t-shirt. Vous avez vu Mark Zuckerberg en costume une fois? Le milliardaire. Le multimilliardaire, le jeune, celui qui a créé Facebook et qui a racheté WhatsApp, non? WhatsApp, oui. Et Instagram aussi. Elle a encore acheté Instagram. Instagram est déjà associé à Facebook. Il a mon âge. Il a mon âge, mais Mlia est trop. Bon, c'est pour cela justement que Tranquillet a créé son application. Non, j'ai rien créé. Non, j'ai rien créé. Il n'a plus créé. Ça, je blaguais. Il ne faut pas. Parce que les téléspectateurs vont penser que c'est vrai. Et à la sortie d'ici, ils vont commencer par recevoir des coups de C'est comme un monsieur, soit 10 ans, vous m'excusez, Anne Griff, un homme de Dieu, je vais le dire comme ça, il dit que lui, son costume l'a guéri des malades. Et les gens le croient. Vous imaginez? Les gens le croient, ils viennent nombreux, ils prennent le costume, ils tout mijotent, ils jettent ça dans le public et les gens tombent. Ils disent, ça c'est quoi ça? Et les gens le croient. C'est-à-dire que les gens, vous voyez un peu, les gens le croient. C'est pour ça que j'ai dit un jour, j'ai dit à un ami qu'il n'y aura pas, c'est moi ça, il n'y aura pas l'apocalypse, c'est comme l'on prédit les saintes écritures, qu'il y aura plus de monde, il n'y aura plus rien. Bon, la paix du monde, pour moi, c'est déjà ça, c'est ce que nous voyons, où les gens racontent de n'importe quoi, vous voyez des enfants qui racontent des conneries sur les réseaux sociaux, qui posent nus, et tout, et qui diffusent ça. Pour moi, c'est déjà ça, les signes. C'est les signaux, et l'important que les parents recadrent l'éducation des enfants pour éviter ces travers. Merci à vous. Merci. À vendredi, Moriagua. Oui, tranquille. On parle de musique. Aujourd'hui, on va parler chansonnettes. Oui. Comme d'habitude. Vous avez reçu qui? Aujourd'hui, on a reçu un directeur général d'une entreprise. Youssouf Lawal. Oui. Son nom me dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose? LGI Monde. Il est dans les préformes. Ah, ça c'est vrai. Fabrication des bouteilles de jus de fruits. Tout à fait. Il va payer l'argent après. Tout à fait. C'est bien lui qui a poussé la chansonnette sur une chanson de Sabouran, Tanialou. Une chanson qu'il a trouvée très philosophique. Je vais plutôt laisser les téléspectateurs le suivre. Amonunde hundu, amonunde unwaye, do votu e do mile votu logade o aje we nenu mede wo we na la una we. O we mana mondona nuwe do jijo do we nenu we o. Mi fliya zando pone boya uyin wana mide. Ojo wegle finfindo, wekre manjuro tukrao. Do votu e do mile votu ogaladin. Amonunde hundu. Amonunde unwaye do votu e do mile votu logade o aje we nenu mede wo we na la una we. O we mana mondona nuwe do jijo do we nenu we o. Mi fliya zando pone boya uyin wana mide. Ojo wegle finfindo wekre manjuro tukrao. Do votu e do mile votu ogaladin. Quand j'écoute la chanson, je me dis effectivement c'est une chanson qui nous concerne, qui concerne tout ce qui est l'homme en grand H. C'est-à-dire, vous n'êtes rien. C'est comme si on dort, vous êtes déjà mort et vous vous êtes réveillé parce que vous êtes ressuscité. Donc vous imaginez quelqu'un qui n'est plus là, qui est mort, il ne sait plus ce qui se passe derrière lui. Ça veut dire quoi? Ça dit que cette chanson nous conseille d'être l'homme le plus simple au monde et de prendre la vie telle qu'elle est et d'avoir le sens social
le sens d'aider son prochain, le sens d'être bienveillant envers son prochain et le sens réellement d'impacter ce monde à travers un comportement et des actes qui seront gravés dans nos cerveaux pour qu'un jour, si la personne n'est pas là, qu'on puisse dire, il était une fois, quand il était là, c'était le meilleur balayeur que nous avions connu. Vraiment, il nous manque ce monsieur. Que Dieu lui prête longue vie. C'est un peu dans ce sens que cette chanson m'émerveille beaucoup quand je l'écoute. Et ça me permet de ne pas être égoïste envers Dieu et de comprendre le sens que c'est Dieu qui a fait et c'est lui qui est là et c'est lui qui veille sur nous et que sa volonté soit faite et non notre volonté. Amonunde hundu, amonunde unwaye, do votu e domi le votu logade o aje we nenu mede vo we na la una we. O we mana mondona nu we do jijo do we nenu we. Mi fliya zando pone boya uyi wana mide. Ojo wegle finfindo, wekre manjuro tukrao. Do votu e domi le votu ogaladin. Pousser la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM, c'est génial. Yes! Pas un exercice facile. Hein. L'objectif, rappelons-le, il ne s'agit pas de chanter comme des professionnels. Pas du tout, pas du tout, pas du tout alors. C'est simplement de dire quelque chose, de nous expliquer. Tout à fait, la philosophie. C'est vrai que bon, on a eu des personnalités, des grands chanteurs. Anciens chefs d'orchestre. Tant mieux. Anciennes... Comment on dit, anciens membres des casseurs. Mais la prochaine fois, il faut prendre ce que nous appelons les gens de l'ombre en télévision. Qui se plaisent bien à critiquer. Il faut le voir, il faut qu'il pose la chansonnette, on va voir de quoi il est capable. Chimène, je sais que bon, elle chante. Là, vous faites bien à savoir. Madame Chimène, elle chante parfois dans les couloirs, bon, c'est raisonnable. Elle chante Dieu en fait. Donc, faut la faire pousser ces gens-là, il faut les prendre. Vous débarquez au service commercial, nos amis du service commercial. Oui, tout à fait. Qui suivent aussi, qui font les grands chanteurs alors que devant la caméra, ils vont se cacher. Je passe pense à M. Nathanaël. N'oubliez pas de faire un tour dans le bureau du coordonnateur. Le tout premier bureau à l'entrée. Le coordonnateur, lui, je sais que devant la caméra, il va pousser la chansonnette et il va étonner le monde. Mais c'est le monde qui va l'étonner. Non, je préfère qu'il me tourne en direct. Oh, merci, Maurice. Non, mais il faut savoir que le coordonnateur, c'est un fin connaisseur de musique. C'est un vrai mélomane, en fait. Je suis convaincu d'une chose. Le jour où vous irez dans son bureau, ça y est, je sais que vous aurez du jazz. Ah ouais, c'est clair. La bonne musique. C'est un vrai connaisseur. La mère de la musique, c'est le jazz. Tout est parti de là-bas. Donc, si vous êtes un vrai connaisseur de et comment il va nous chanter ça? Ça, je ne sais pas. Sans la musique. Non, ça, je ne sais pas. Donc, il faut déjà essayer cela. Ahmed Arepa. Oui, tranquille, à 4 minutes. Alors, musique. Bonjour Maurice. Bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Oui, on parle musique. Et puis, nous sommes lundi, donc on parle surtout musique religieuse. Ouais. Il s'appelle Todd Eli, celui que je vous présente aujourd'hui. Il nous chante Alléluia. Alléluia. Pas besoin d'expliquer ce que cela veut dire, Alléluia. Todd Eli, il faut juste savoir donc que c'est un artiste chantre béninois qui est passé de l'intersection à la prédication. Il pousse la chansonnette là. Là, il est en train de pousser la chansonnette. Là, c'est le gars. Alléluia. Alléluia. On y va. À l'état civil, son nom, c'est Dieudonné Dadéou. Alléluia, donc, qui est en fait le 3e single sorti le 14 janvier de cette année, en fait. Après, évidemment, Viens à Jésus, qui est sorti en 2015. Et Tends ta main, donc, qui est sorti en juin 2016. Le clip qui a été réalisé ici au Bénin par les frères, en fait, Tony et Ali Baba, de Delili Films, qu'on ne présente plus, sont des Ghanéens, en fait, si je ne me trompe pas, qui sont dans la réalisation ici au Bénin, qui réalisent de très bons clips. On va d'ailleurs en avoir la preuve ici avec Todd Eli qui chante Alléluia. It's Cyclone on the beat. Ils ont essayé, ils t'ont attaqué, mais ils ont échoué. Bien-aimé, faut pas t'inquiéter, tu es protégé par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Tout le monde venez va louer Jésus. Tout le monde venez célébrer le roi des rois. Tout le monde venez va chanter papa. Tout le monde venez, allez, tout le monde chanter. Allez.
monde jouer, alléluia, jouer, alléluia. Tout le monde va danser, allez, alléluia. Tout le monde va bouger, allez. Ils ont aperçu ton étoile, au lieu d'accompagner, ils ont voulu la briser, les routes là. Mais tu vois pas ce que tu as Jésus, comme ton rocher, ils vont toujours échouer. Il est l'ancien des temps, c'est le rocher des âges, éternel est son nom. On l'appelle le prince de la paix, admirable conseiller, il est le Dieu puissant. Et il est l'éternel, il vit en moi, tous ceux qui font là-bas dans le noir, l'emportera pas sur moi. Et il est l'éternel, il vit en moi, tous ceux qui font dans le noir, l'emportera pas sur moi. Tout le monde venez, venez va louer Jésus. Tout le monde venez, nous qu'à célébrer le roi des rois. Tout le monde venez, venez va chanter papa. Tout le monde venez, allez, tout le monde chanter, alléluia, chanter, alléluia. Tout le monde jouer, alléluia, jouer, alléluia. Tout le monde va danser, alléluia. Eli, alléluia. Alléluia, évidemment, qui demande à tout le monde, à ce que tout le monde vienne pour qu'on chante donc Alléluia, magnifier le nom de Dieu. Il faut savoir que c'est un chant donc qui a pour but de redonner espoir et communiquer un esprit de victoire à ceux qui tombent, à ceux qui sont victimes donc d'acharnement et de méchanceté, comme on l'a vu un peu dans ce clip-là. Voilà, autant de personnes qui parlent mal de vous, qui complotent contre vous. Mais quand vous êtes dans la barque de Dieu, dans la barque du Christ, vous faites allusion donc à l'émission de Frédéric Essoir Roumambou sur Diaspora FM, ben voilà, vous êtes protégés et tout marche bien pour vous. Comme ça, je viens pour tranquiller à 4 voilà. Apparemment, oui. Apparemment. C'est le plus important. C'est le plus important. Le reste, c'est du pipeau. Alors, et puis bien en fin d'émission, en fin d'émission, si tout va bien, on reçoit un chanteur nigérian qui porte un nom Samsung. Samsung, voilà, on dirait. Pas Samsung. Voilà, pas Samsung. Pas Samsung, pas non plus Samsung, le nom donc, de la marque japonaise, mais Samsung. C'est un chant de l'Éternel qui viendra donc nous proposer Turn Me Around. Merci beaucoup, Ahmed Arepa. Sans transition, on va suivre la revue de presse internationale. Vous n'aurez pas la rubrique Les Clés du Monde avec James William Badidi qui revient justement après quelques jours. Donc ça va vous manquer un peu, mais on va essayer de trouver une solution pour vous permettre de suivre l'actualité internationale. Voici la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue internationale pour le compte de ce lundi 29 janvier 2018. Et c'est bien sûr par www.jeunafrique.com que nous l'ouvrons ce matin. Nous sommes en Côte d'Ivoire où la guerre des chefs dans le canton Akoué a droit de citer. C'est la toute première information proposée par cette plateforme. Depuis son arrivée à la tête du canton Akoué en juillet 2014, le gouverneur de Yamoussoukro est en guerre ouverte avec un petit-neveu de l'ancien président ivoirien. C'est la toute première actualité. Restons toujours sur la même plateforme internationale jeunafrique.com pour parler maintenant économie. L'Afrique est en tête des inégalités. Précise jeunafrique.com. Concernant les inégalités, 2 rapports qui viennent d'être publiés nous interpellent avec la participation du très médiatique Thomas Piketty du laboratoire sur les inégalités mondiales. Et nous changeons encore de registre toujours sur la même plateforme. Nous sommes au Burkina Faso. Et restons toujours sur www.jeunafrique.com pour nous intéresser maintenant à l'essentiel de ce qui a été dit à l'ouverture du 30e sommet de l'Union africaine. Ce que les chefs d'État ont dit à l'ouverture du 30e sommet de l'Union africaine. C'est bien l'autre titre proposé par jeunafrique.com. Autofinancement de l'organisation, conflits régionaux et présentation des nouveaux venus, tout d'horizon de la première journée du 30e sommet de l'Union africaine. C'est avec plus de 3 heures de retard que s'est ouvert ce dimanche 28 janvier le 30e sommet de l'Union africaine UA, programmé à 11h. La plénière n'a finalement eu lieu qu'à 14h car les chefs d'État ont dû d'abord se réunir à huis clos pour aplanir leurs divergences portant sur certains sujets, principalement la réforme Kagame. Je vous rappelle
rappelle encore le titre ici, ce que les chefs d'État ont dit à l'ouverture du 30e sommet de l'Union africaine. Et on reste toujours sur la même plateforme pour vous dire qu'au Burkina Faso, les syndicats et le gouvernement signent un accord pour sauver l'année scolaire. Et c'est ce même titre qui retient bien évidemment l'attention à la une de www.izf.net. Vous convenez ainsi que nous avons changé déjà de plateforme. izf.net, Burkina, accord syndicat-gouvernement pour sauver l'année scolaire. C'est le tout premier titre proposé par cette plateforme. Le gouvernement burkinabé et les syndicats de l'éducation sont parvenus dans la nuit du samedi à dimanche à un accord pour sauver l'année scolaire paralysée depuis plusieurs mois par une grève des enseignants soutenue par les élèves. Depuis près de 4 mois, les enseignants observent un mouvement marqué par les suspensions des évaluations, du traitement des dossiers, des examens et un sit-in hebdomadaire. Voyons maintenant tout autre titre, toujours avec izf.net. izf.net qui nous conduit maintenant en Égypte. Égypte, des personnalités appellent au boycott de la présidentielle. Nous sommes au chapitre politique où des personnalités politiques égyptiennes appellent au boycott de l'élection présidentielle. 5 personnalités, bien évidemment, en Égypte ont appelé dimanche au boycott de la présidentielle prévue en mars pour laquelle le chef de l'État sortant, Abdel Fattah al-Sisi, est candidat à sa propre succession, accusant ainsi le régime d'empêcher toute compétition loyale. On y reste encore, toujours sur izf.net pour nous rendre maintenant au Soudan du Sud. Le moment est venu d'imposer des sanctions. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a estimé dimanche que le moment est venu d'imposer des sanctions contre ceux qui entravent les efforts de paix dans ce pays qu'est le Soudan du Sud, pays en guerre depuis décembre 2013. On poursuit toujours notre randonnée sur les différentes plateformes internationales avant de quitter IZF. Rendons-nous maintenant en Centrafrique où l'on note l'arrivée d'une première livraison d'armes à Bangui. Arrivée d'une première livraison d'armes russes à Bangui. Nous sommes en Centrafrique, vous l'avez constaté. Une première cargaison d'armes russes destinée à l'équipement des forces armées centrafricaines est arrivée dans la nuit de vendredi à samedi à Bangui. Après, a-t-on appris bien évidemment de l'agence France Presse, de sources onusiennes. Nous poursuivons cette randonnée sur toute autre plateforme maintenant, c'est bien lemonde.fr, plus précisément dans sa fenêtre Afrique. L'Union africaine, terrain de bataille diplomatique entre l'Algérie et le Maroc. L'Union africaine, terrain de bataille entre l'Algérie et le Maroc. C'est ce que propose Le Monde Afrique ce matin. C'est un récit, bien évidemment. On pourra bien sûr y lire. Un an après son retour dans l'organisation panafricaine, Rabat poursuit son offensive, ce qui entretient les tensions avec son rival algérien. Et puis, dans un reportage, on pourra aussi lire au Soudan du Sud, plutôt que de se battre, il faut tout faire pour continuer notre éducation. Et puis, un portrait propose ceci. Alain Ngan, le photographe qui rend leur dignité aux albinos. Alain Ngan, le photographe qui rend leur dignité aux albinos. Dans une analyse en Tunisie, Bédi Caïd et Sepsi et la tentation du présidentialisme, c'est un titre proposé par Le Monde Afrique. L'Union africaine doit être plus audacieuse. L'Union africaine doit être plus audacieuse. Pour le ministre des Affaires étrangères angolais, Manuel Domingos Augusto, l'institution doit se moderniser et sortir de sa léthargie. Nous poursuivons la randonnée sur les plateformes internationales. Nous ouvrons maintenant le Figaro.fr. La crue de la Seine a atteint son pic à Paris. La décrue sera très lente cette année. Voici ce que précise le site le Figaro.fr. La Seine atteint son pic de crue à Paris dans la nuit de dimanche à lundi à 5,84 mètres, loin de son record historique de 1900 qui fait bien évidemment 8,62 mètres en région parisienne. La situation s'améliore petit à petit alors que 1500 personnes ont dû quitter leur logement depuis le début de cet épisode météorologique. Voyons tout autre titre sur cette même plateforme, lefigaro.fr. La rénovation de la Bastille est un projet qui laisse à craindre le pire. C'est tout pour la revue Inter pour le compte de ce lundi 29 janvier 2018. Merci de nous avoir suivis.
Le sport sur Matin d'Eden. Julika Polycap Adjin, bonjour. Bonjour tranquille et bonjour à tous. Football pour démarrer championnat turc à peine arrivé. C'est Seyon Stéphane, déjà buteur. Oui, c'est bien cela. L'international béninois, capitaine des Écureuils, a donc inscrit l'un des 2 buts du succès de sa nouvelle formation turque dans le championnat de ce pays. La 19e journée, c'est d'abord l'équipe adverse qui ouvre le score sur cette image. Suivra ensuite cette égalisation de l'international béninois Stéphane Sesseignon avant le but de la victoire. Le but de la victoire donc inscrit par son équipe avec ce succès. Gencer Birliği est 14e du championnat turc avec 20 points en 19 journées. Le club a 21 points de moins que le leader Galatasaray qui totalise 41 points. Direction la France maintenant pour prendre les nouvelles de l'ancien club de Stéphane Sesseignon, Montpellier qui disputait une rencontre face au PSG, battu 4-0. Neymar a réalisé le doublé. Cavani a inscrit un but. Cavani qui devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 157 buts en 229 matchs. Il passe devant Zlatan Ibrahimovic qui détenait ce record. Écoutez maintenant ce que disent ses coéquipiers, ce que disent les coéquipiers de Cavani de son nouveau record. On va entendre Javier Pastore, Adrien Rabiot et bien sûr le président Al Khelaifi. C'était sympa, voilà, maintenant on est là. Deswegen, was als nächstes wieder spielen. Natürlich die Exhibition in San Jose mit dem Jack Sock für die Stiftung und das Einspiel ist eigentlich so ein bisschen ein Bälle schlagen, oder? Und ich denke, das ist eigentlich einfach wie auf der Malediven. Honestly, I had a few hours of sleep. It was a nice, relaxing evening last night. Really enjoyed ourselves, being together, away from the spotlight for a change, you know, just with friends and families. Roger Federer, le tout nouveau vainqueur donc, de l'Open d'Australie, qu'on va évoquer donc, en toute fin donc, de cette page sport. On parlait donc de Cavani, ou du moins des ressentis de ses coéquipiers au sujet du nouveau record qui vient de battre, devenant le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 157 buts en 229 matchs. Bon à savoir également ce match nul de l'OM et de Monaco en clôture de ce championnat français. L'OM et Monaco qui ont fait donc 2 buts partout en clôture donc de la 23e journée de la Ligue 1. L'OM et Monaco sont respectivement 3e et 4e de Ligue 1 avec 48 et 47 points après 23 journées. Juste derrière, le PSG leader avec 59 points. Foot espagnol à présent et on dira que le Real Madrid s'est offert une victoire après l'échec en Copa del Rey de la semaine dernière que nous avions évoqué. Le Real Madrid victorieux de Valence 1-4. Ronaldo a réalisé le doublé au cours de cette partie et qui permet donc aux Merengues de pointer à la 4e position dans le classement donc, des clubs de ce championnat espagnol. Succès également pour le Barça face à Alaves 2-1. Le Barça a mené durant une partie de la rencontre avant donc de connaître le succès grâce à Messi et Suarez. Messi qui a inscrit donc un des 2 buts de la victoire 2-1 du Barça face à Alaves. Tranquille. Merci à vous. On passe donc aux nouvelles de tennis avec Federer qui est donc le désormais vainqueur. Oui, vainqueur de l'Open d'Australie, le tout premier tournoi du Grand Chelem de l'année 2018 qui prend donc fin ce dimanche. Federer qui a battu Martin Cilic en 5-7, 6-2. 7-6, 6-3 et 3-6 et 6-1, alors qu'on voit Federer au moment de la présentation donc, de ce trophée, l'Open d'Australie, le 20e titre en Grand Chelem pour le Suisse, et le 6e à Melbourne, à bientôt 37 ans. Federer semble avoir repoussé toutes les limites. Handball, à présent, CAN Messieurs 2018, la Tunisie sur la plus haute marche du podium. Victoire à 26-24 face à l'Égypte. L'Égypte qui était donc tenant du titre dans cette Coupe d'Afrique des Nations de handball messieurs qui avait lieu au Gabon. La Tunisie donc qui monte sur la plus haute marche du podium. L'Angola prend la 3e place après son succès 29-26 au grand malheur du Maroc. Tunisie, Égypte et Angola seront au championnat du monde de handball de l'année prochaine, des championnats qui auront lieu en Allemagne et au Danemark. Voilà, merci à vous. Polycap Adjin, ce sera tout pour ce numéro de Matin d'Eden. Pour le rendez-vous demain avec Loris Freddy d'abord. Retrouvez-moi mercredi prochain et vendredi prochain. Et puis soyez zen comme d'habitude, n'est-ce pas? Évidemment. Bien sûr. Nos antennes et bon début de semaine à vous.